je crois que vous êtes assez nombreux, donc je vais commencer. Aujourd'hui, on va nous intéresser aux questions que vous vous posez. Et je vais commencer par une première question qui a été posée dans un mail qui est arrivé il y a quelques jours, qui est une question avant de faire l'école à la maison. Une maman me dit qu'elle est un peu fâchée avec son mari, et elle me dit que son mari ne veut pas que ses enfants fassent l'instruction en famille, l'école à la maison. Donc la question c'est, est-ce que juridiquement on pourrait me forcer à mettre mes enfants à l'école? Alors dans certains cas oui. Oui, si votre mari ou si votre époux ne veut pas que votre enfant fasse l'école à la maison, c'est lui qui aura le dernier mot. La jurisprudence est là, vous êtes à droit équivalent, mais la jurisprudence montre que c'est plutôt la personne qui veut que l'enfant aille à l'école qui obtient gain de cause. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à éviter d'aller au conflit et au maximum travailler sur des notions que nous voyons souvent, telles que le dialogue. Préparez le terrain longuement à l'avance, ne soyez pas frontal, n'attaquez pas le sujet de but en blanc, voyez avec votre mari, avec votre conjoint ou avec votre femme, votre épouse, comment vous pouvez arriver à l'amener à comprendre ce choix et à le partager. Donc il y a des techniques pour ça, donc la meilleure des choses, d'abord la première des choses à faire, c'est de ne pas aborder cela de manière frontale. Allez-y en douceur, commencez à poser des questions, commencez à demander à la personne ce qu'elle aimerait, quel est l'idéal, pourquoi est-ce qu'elle aime l'école, qu'est-ce qu'elle attend de l'école, etc. Et petit à petit, vous allez générer un dialogue qui va changer. Hein. Voilà, ça c'est une première réponse, on pourrait aller plus loin, mais c'est une première réponse. Alors, une maman nous dit, je suis plutôt indisciplinée, avant mon mariage, je vivais sans horaire fixe, et mon fils maintenant est carrément désobéissant. Ceci explique peut-être cela, mais je ne sais pas faire mieux. Il faut dire que mon mari est très exigeant, plus je résiste, plus lui est exigeant. Est-ce que nous pouvons sortir de ce cercle vicieux? Alors, oui, bien sûr que d'abord on peut sortir de toute situation, il n'y a jamais de situation fatale, hein. C'est une première chose. Et ensuite, bien sûr que l'enfant vous reflète. Et donc, s'il sent qu'il est plus facile de vous imiter, vous qui avez un peu moins de rectitude, de discipline que votre mari, c'est lui qu'il va imiter. Il va imiter en général l'exemple qui est le plus facile à suivre. Donc si vous êtes assez relax avec les horaires et que ça l'arrange, eh bien il va vous imiter. Bon. Mais cela dit, il peut aussi imiter la personne, le parent avec lequel il se sent le plus proche à un moment particulier de sa vie. Ça n'est jamais définitif, mais les enfants ont parfois une attache plus vive avec l'un des deux parents. Et donc il peut imiter la position d'un parent et plutôt que la position de l'autre parent, l'attitude, la posture, le tempérament, etc. Alors, dans ces cas-là, il est bon de travailler avec le conjoint de façon à obtenir, si c'est possible, on verra ensuite si c'est pas possible, mais dans un premier temps, essayons d'avoir vis-à-vis de l'enfant toujours une position commune et d'expliquer qu'il y a deux positions qui sont intéressantes, deux manières d'être qui sont intéressantes. Il est bien d'avoir de temps en temps une certaine exigence en matière d'horaire, de précision, et puis il est bon aussi d'avoir de la spontanéité. Donc l'enfant, il doit recevoir tout ça comme étant un ensemble, et ne pas avoir à choisir entre vos deux positions. Évitez autant que possible de dire « moi je suis comme ça, ton père est comme ça ». Parce qu'évidemment, ça crée une dualité dans l'enfant qui ne va pas du tout l'aider. Donc ne le poussez pas à choisir l'un de vous deux, ni à trancher, mais amenez-lui et expliquez-lui la richesse et la variété du tempérament. Voilà, si cette question mérite d'être plus approfondie, n'hésitez pas à reposer des questions. Je suis obligé de passer parce qu'on ne peut pas rester sur toutes les questions tout le temps. Alors, Anne-Marie nous demande, alors elle nous dit depuis quelques jours, j'arpente votre site et j'y trouve beaucoup de renseignements précieux. Merci beaucoup Anne-Marie. Je vais vous lire son message parce qu'il est assez long, mais il est vraiment très intéressant. Notre petit dernier est arrivé d'Éthiopie. Lorsque nous l'avons scolarisé avec sa grande sœur, dans le circuit classique en janvier 2007, nous avons fait le choix, avec l'aide de l'équipe éducative, d'inscrire notre garçon en grande section de maternelle plutôt qu'en CP. Il n'avait jamais été scolarisé. Nous pensions qu'en Éthiopie, les châtiments corporels à l'école n'étant pas rares, il avait eu une mauvaise expérience. Donc ses parents, ils subodoraient que quelque chose s'était passé dans la petite enfance.
De plus, en janvier, les enfants de CP commencent à lire. Cela aurait été plus compliqué pour lui. Il a avancé et progressé sans redoubler jusqu'à cette année en 6e. En fin d'année, le directeur et le professeur principal nous ont tenu un discours qui, en quelques mots, ressemble à « Votre enfant est trop faible pour entrer en 5e. Redoubler sa 6e serait une catastrophe. Il a 13 ans et il est très grand. Et nous n'avons aucune solution à vous proposer. » Bon, c'est charmant ça. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a aucune solution, c'est pas la joie. Bon. Cette année scolaire a été catastrophique sur le plan psychologique pour notre fils. Nous souhaitons lui offrir la possibilité de retrouver une image de lui plus positive et l'aider à retrouver un chemin de l'apprentissage plus serein. On nous a expliqué qu'il faudrait lui trouver une classe dite adaptée. Dans un premier temps, bon, entre parenthèses, enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais en principe, toutes les classes devraient être adaptées aux enfants, mais bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire une classe adaptée. Souvent, on y met des enfants un peu spéciaux, bon, avec des spécialistes. Enfin, ça, c'est une autre question. Dans un premier temps, nous nous sommes renseignés sur ces classes, mais ce que nous avons trouvé ne nous plaisait pas et ne nous semble pas être la bonne solution, d'autant plus que des raisons géographiques nous conduiraient à le scolariser en internat. Il en a très peur, la maison est importante pour lui. Bon. Il est très sportif, il a de nombreux camarades, etc. Tous ces arguments ont fait que nous nous tournons aujourd'hui vers l'école à la maison. Et plus je grappille des renseignements et des témoignages sur Internet, plus il me semble que c'est une bonne voie. Mon mari et moi nous demandons si nous pourrons lui permettre d'être mieux dans sa vie de collégien et d'ado. Allons-nous savoir relever ce défi? C'est la première question. Bon, je voulais vous lire tout le message parce que quand même c'est un cas d'espèce qui n'est pas si rare que ça en fait. C'est assez fréquent qu'on ait ce genre de cas. Alors, allons-nous savoir relever ce défi? Ça dépend de vous. Oui, si vous le voulez. Si vous en avez envie, vous allez très bien y arriver. C'est une question de volonté. Si vous n'avez pas envie de vous occuper de votre enfant, vous n'y arriverez pas du tout. Ça va être l'échec. Si vous voulez vous en occuper, vous allez très bien relever ce défi. Bon. Deuxième question. N'est-ce pas un peu tard de commencer au niveau du collège? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vous pouvez très bien commencer maintenant. Après tout, apparemment, il est à niveau. Même si ça ne s'est pas très bien passé, il a quand même des bases suffisamment solides. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours faire du bien à un enfant. Il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez démarrer au niveau du collège. Ça vous demandera à vous un peu plus de travail sur vous-même. Parce que vous n'avez pas commencé depuis qu'il était tout petit. Donc, vous allez démarrer avec un grand enfant. Et ça va donc vous demander d'être particulièrement à l'écoute, habile, et de savoir adapter votre mode d'enseignement à cet enfant qui est déjà assez affirmé. Ne risque-t-il pas de se sentir encore un peu plus différent des autres? J'espère qu'il va se sentir plus différent, encore plus différent des autres. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à un enfant, c'est qu'il se sente de plus en plus différent des autres, sans les rejeter. Mais bien sûr que l'éducation amène l'enfant à se sentir différent des autres. Ce serait terrible qu'il ne se sente absolument pas différent des autres. Donc ce n'est pas du tout un drame qu'un enfant se sente différent des autres. Ce qui serait ennuyeux, c'est qu'il se sente trop différent ou trop éloigné des autres. Mais vous ajoutez, nous en avons parlé avec lui, il est tout à fait d'accord pour que nous l'accompagnions à la maison. Donc apparemment, ça lui convient. Vous allez compenser la différence qu'il peut y avoir avec les autres en lui faisant faire des activités, en faisant des anniversaires à la maison, en invitant des amis, etc., etc. Voilà, donc il ne se sentira pas si différent que ça des autres. Et puis, faites-lui rencontrer des enfants qui lui ressemblent, qui ont des points communs avec lui. Voilà, bon, on peut développer, mais voilà une première réponse, Anne-Marie. Alors, message suivant. Si vous avez en cours de route vous avez envie de rebondir sur certains messages, sur certaines interventions, n'hésitez pas à le faire. Je crois que des personnes arrivent au fur et à mesure, sont en train d'arriver. Donc je regarde un peu comment ça se passe. Vous êtes assez nombreux là en ligne, vous êtes pas mal. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Alors retournons aux questions. Il y en a quand même beaucoup, donc j'essaie d'aller assez vite. Notre aîné n'aura que 3 ans en septembre et nous nous demandons comment faire la différence entre les périodes de jeu et les périodes d'apprentissage. Première question. Alors ça c'est très intéressant, ça revient très souvent. Période de jeu et période d'apprentissage. Eh bien pour un enfant, un petit enfant, ses jeux, c'est son travail.
C'est très important de comprendre ça quand on est un adulte, parce que nous, on voit le jeu comme étant quelque chose de pas sérieux. À bien des égards, demandez-vous s'il n'y a pas quelqu'un au monde d'extrêmement calé qui ne regarderait pas votre travail comme quelque chose de pas sérieux. Après tout, on trouve toujours bien meilleur que soi, et il y a peut-être des gens qui trouveraient que ce que nous faisons n'est pas extraordinairement sérieux. Peut-être que Dieu trouve que ce que nous faisons n'est qu'un amusement et qu'un jeu. Alors, regardons avec beaucoup d'intérêt l'activité de l'enfant, c'est son travail. S'il se concentre autant, il fait travailler énormément son cerveau, il déploie une activité autour d'une attention très spéciale. Il faut regarder ça comme un vrai travail, et non pas comme un jeu. L'enfant s'implique beaucoup dans ce qu'il fait, et la notion de loisir, ça apparaît beaucoup plus tard. Ça apparaît avec l'âge adulte, l'entrée dans l'adolescence. En fait, les enfants, quand ils jouent, sont très concentrés. Donc c'est un travail à part entière. Donc il n'y a pas vraiment lieu de faire de frontières, de limites très nettes entre le jeu et ce que vous appelez le travail, c'est-à-dire par exemple apprendre des lettres, etc. Au contraire, vous allez incorporer l'un dans l'autre, peu à peu, vous allez l'acclimater dans ces jeux à la présence des lettres, des chiffres. Vous pouvez jouer avec un boulier, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Il peut jouer, nous quand on était petits, mes enfants l'ont fait aussi, on jouait à la ville, alors chacun avait un petit commerce, il y en a qui réparaient les vélos, même tout petit, quand on a 4 ou 5 ans, bah, on est capable de faire mine de tenir une pompe à essence et puis d'échanger des feuilles contre un plein imaginaire. Et alors l'enfant, il commence déjà à compter, voilà. Donc déjà, c'est déjà quelque chose de très important. Tous ces petits apprentissages qui sont dans le jeu sont absolument fondamentaux. Voilà. Donc s'il joue, et s'il joue beaucoup, eh bien ne l'en empêchez pas. La seule chose à redouter, c'est qu'un enfant ne fasse rien. Un enfant qui ne fait rien, qui n'a aucune activité, qui s'ennuie, qui tourne en rond tout le temps, alors qu'il s'ennuie un peu, c'est pas plus mal, c'est bien qu'un enfant rêvasse un peu et reste à rien faire. C'est très bon, ça permet de méditer, mais s'il est tout le temps en train de s'ennuyer, ou qu'il passe du temps devant la télé, etc., alors là, oui, c'est un vrai souci. Il vaut mieux qu'un enfant soit en train de jouer que reste à rien faire et n'ait envie de rien. L'envie de rien est quelque chose de très redoutable. Nous avons peur qu'il ne respecte pas l'autorité comme il le ferait à l'école, ou que, pour se concentrer, nous devions sans cesse nous fâcher, ce qui n'est certainement pas le but. Alors certainement, ce n'est pas le but. Bon. Pourquoi respecterait-il plus l'autorité à l'école? Alors il y a deux cas de figure. S'il respecte davantage l'autorité à l'école, c'est qu'il a davantage peur. C'est un premier cas. Et c'est pas forcément souhaitable. L'autorité issue de la peur n'est pas forcément la meilleure voie. Ça, vous le savez. Alors, il y a un deuxième cas, il n'y a pas que la peur à l'école, il y a aussi le fait que ce soit une personne étrangère à sa famille, et donc l'enfant est un peu plus, même nettement plus réceptif, obéissant, plus réceptif à l'autorité d'un maître qui a une position officielle, etc. C'est une excellente question parce que la question de l'autorité est centrale pour les parents qui font l'école à la maison. Il est important qu'ils l'acquièrent, tout en discernant ce que c'est que l'autorité. Ce n'est pas forcément l'autoritarisme ou, comme vous le dites, la colère, etc. Parce que ça ne marche pas sur le long terme. Donc, nous vous recommandons d'apprendre l'autorité. Parlez avec un enfant pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça passe par pas mal de choses, notamment l'écouter pour savoir ce qu'il veut. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un apprentissage, l'autorité. Nous avons consacré plusieurs fois des chapitres à cette question. Ça s'apprend. En tant que parent, vous pouvez apprendre l'autorité avec votre enfant, dans le sens noble du terme, bien sûr. Voilà, donc vous allez arriver à avoir l'autorité. Ce sera plus difficile pour vous que pour un instituteur. C'est vrai, parce qu'il vous connaît parfaitement, et qu'un enfant qui connaît une personne a plus facilement tendance à chercher les limites et à transgresser les règles. C'est naturel et c'est même sain. Hein, et donc vous allez apprendre à composer avec tout ça. Voilà. Alors Isabelle nous demande, quelle réaction si nos enfants n'arrivent pas à se concentrer, ont envie de jouer plutôt que de travailler? Alors on a parlé tout à l'heure du jeu. Nous disons quelque part que les enfants se concentrent toujours, mais ne se concentrent pas forcément sur ce que nous voudrions. En fait, un enfant qui n'a aucune concentration, ça n'existe pratiquement pas, c'est très très rare.
C'est très rare, un enfant qui n'a aucune concentration. En fait, ils sont concentrés, mais ils sont concentrés à autre chose, ailleurs. Sur leur pensée, quand vous voyez un enfant rêver, il est très concentré. Il pense à quelque chose. Il imagine quelque chose. Donc la faculté de concentration, elle existe. Simplement, elle n'est pas canalisée vers ce que vous voulez. Alors, n'exigez pas d'un enfant qu'il ait une concentration durant des heures. La concentration d'un enfant, elle atteint des pics. Et même chez un adulte, ce sont des périodes relativement limitées. Pour un adulte, on estime que c'est aux environs de 35 à 40 minutes en moyenne. On le sait en coaching, on a mesuré les taux de concentration. Et puis ensuite, la concentration diminue. Donc, quand on fait de l'accompagnement personnel, on s'arrête au bout de 40 minutes de poser des questions qui demandent énormément de ressources intérieures. Et on laisse passer une période. En général, on s'arrête, on refera une autre pause plus tard. Mais quand vous avez plusieurs heures de travail à fournir, vous devez, quand vous êtes en période de concentration forte, vous devez faire des pauses. Vous pouvez faire 8 heures de travail, à condition que vous fassiez des pauses, de façon à pouvoir solliciter votre cerveau. Il n'est jamais bon de solliciter à fond un cerveau pendant 4-5 heures de suite. Et entre parenthèses, je remarque qu'en ce moment, c'est la période d'examen. Certains enfants, toute l'année d'ailleurs, hein, mais également pendant le bac, ont des journées de 8 heures d'examen. Eh bien, à notre avis, c'est excessif. En tout cas, on ne peut pas obtenir qu'un enfant soit à un niveau normal parce qu'au bout d'un certain nombre de minutes, son attention va faiblir. Donc, ne demandons pas à un enfant qu'il soit concentré à fond pendant des heures et des heures. Donc, on va le faire progressivement, la concentration, on va l'y amener progressivement. Demandons-lui 1 minute au tout début quand il est petit, et puis 2 minutes, et puis 5 minutes, et puis 10 minutes. Et vous voyez, à partir du moment où vous le voyez avancer dans cette concentration, et puis au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il commence à se fatiguer, à se relâcher, hop, vous arrêtez. Pas la peine de le re-solliciter parce qu'à ce moment-là, il va fatiguer. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, Emmanuel nous demande: maman d'un garçon de 4 ans et demi et d'une petite fille de 3 ans, j'ai dû retirer mon fils de la moyenne section en fin mars dernier car il subissait des pressions. Il en avait perdu toute sa confiance en lui et souffrait physiologiquement. Bon. C'est pas très heureux de lire ça. Ce qui était intolérable, bien sûr. Depuis début avril, je fais l'école à la maison, mais ma dernière se joint à nous. Elle aurait été scolarisée seulement en septembre. J'ai donc 4 questions. Mon fils a perdu sa confiance en lui. Je crains qu'il se dévalorise car depuis peu, il demande souvent à sa sœur de l'aider, ou de lui montrer avant de se lancer lui-même. Alors, ce n'est pas parce qu'il demande à sa sœur de l'aider qu'il perd confiance en lui. Et c'est peut-être même le contraire qui est vrai. Il est peut-être en train de se créer lui-même une confiance en se reposant, en s'aidant de sa sœur. Le fait de solliciter l'aide de quelqu'un est un super signe, c'est un très bon signe. Voilà, s'il ne faisait rien, s'il était abattu, prostré, disant je n'arriverai jamais à rien, ce serait plus embêtant. Mais là, il sollicite sa sœur, donc il sait qu'il ne sait pas tout, donc il va chercher de l'aide. Donc il est en train de construire sa confiance en lui. C'est pas un point négatif. J'essaie de lui faire des choses de grand frère, des petites responsabilités pour lui donner confiance. Mais comment puis-je aider davantage? Super. Si vous lui donnez des responsabilités, responsabilisez un enfant avec précaution. Il ne faut pas lui demander des choses impossibles à réaliser. Faites toujours faire aux enfants des choses qu'ils peuvent réaliser facilement, assez facilement. Il y a un peu de difficulté, mais pas trop. Donc très bien, responsabiliser un enfant pour l'aider à grandir, c'est formidable. Donc responsabiliser un enfant, ça passe par une parole. Vous lui expliquez bien les choses. Il n'y a pas de responsabilisation sans parole. Par exemple, un enfant vous dit « je quitte la maison, je vais faire des courses, je te remets les clés ». Et vous lui faites le geste « je te remets les clés de la maison ». Et c'est toi qui vas la garder pendant tant de temps. L'enfant, à ce moment-là, va se sentir responsabilisé. Voilà. Alors, comment puis-je aider davantage? Eh bien, sur cette voie-là, vous avez 1000 choses à faire pour responsabiliser un enfant. Vous pouvez l'emmener faire des courses, vous pouvez lui demander de mémoriser les choses qu'on a achetées, qu'on n'a pas achetées, faire des additions, etc. Vous pouvez... Que sais-je, enfin, vous aurez certainement 1000 idées pour responsabiliser un enfant. Je vais réfléchir à cette question, on y réfléchira, et puis peut-être qu'on aura d'autres choses à vous dire. Alors je fais une parenthèse parce que vous vous étonnez peut-être de ne pas voir Cécile, et Cécile travaille dans la journée. Donc la première session, à la demande de beaucoup de personnes, une majorité, nous avons fait cette session à 14h30 dans l'après-midi. Elle travaille en journée.
Mais nous ferons une session un samedi, donc elle sera présente, elle fera une apparition, elle est très timide, elle n'aime pas la caméra, mais elle viendra nous faire un petit bonjour et peut-être échanger un petit peu avec nous un prochain samedi. Ce sera peut-être samedi prochain, peut-être celui d'après. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, nous reprenons ce que nous dit Emmanuel. J'ai entendu parler de certaines techniques Montessori que j'essaie d'appliquer. Qu'en pensez-vous? Très bien, Montessori. Il y a de très bonnes techniques. Le matériel est parfois un peu cher. On peut faire du Montessori sans matériel ou créer son propre matériel. Vous verrez sur Internet, il y a plein de gens qui font des choses formidables. Quelqu'un présent aujourd'hui a-t-il du recul quant à cet enseignement? Alors, s'il y a parmi vous quelqu'un qui connaît bien Montessori et qui veut aider Emmanuel, allez sur le forum et signalez-vous. Le forum devrait être un lieu de rencontre qui devrait pouvoir vous aider beaucoup. De plus, je m'interroge sur ma patience à long terme et à moyen terme. Bon, au moins, elle a confiance à court terme, donc ça c'est déjà bien. Et je ne voudrais pas les dégoûter de l'école à la maison. Y a-t-il quelques astuces? Alors, si vous êtes impatiente, Emmanuel, qui que vous soyez d'ailleurs, je m'adresse à toutes les mamans, tous les papas. Si vous êtes très impatient, travaillez là-dessus. Parce qu'il ne faut pas montrer à votre enfant que vous êtes impatient, énervé, agacé en permanence. Parce que ça, très rapidement, lui, en effet, ça va le dégoûter. Donc, soyez comme le vieux sage chinois, qui regarde tout avec beaucoup de détachement, qui laisse faire, qui laisse dire des bêtises, qui laisse faire des bêtises, qui laisse se tromper. Prenez du recul. Faites une phrase sur deux. Faites cet exercice de faire une phrase sur deux plutôt que de toujours parler, dire quelque chose, réagir sur le vif. Regardez tout avec beaucoup de recul. Et il y a un petit truc pour vous aider. Imaginez qu'en le regardant, vous êtes dans 20 ans et que vous regardez une vidéo de votre enfant. Regardez-le comme si c'était il y a déjà longtemps. Pour penser à cet enfant que vous avez eu, dont vous êtes occupé, qui était tout petit, qui est maintenant un grand. Et bien, je vous assure, quand on regarde des photos de ces enfants, quand ils ont été petits il y a assez longtemps, ça nous calme tout de suite et ça nous donne beaucoup moins envie d'intervenir et de le corriger. Ça donne envie davantage d'être en silence et de l'écouter, de le regarder vivre et aussi de le regarder se tromper. Un enfant doit se tromper, doit faire des erreurs, doit explorer les champs du possible et de l'impossible, de l'autoriser et de l'interdire, etc. Voilà, donc la patience, il y a un travail à faire dessus. Ayez de la patience, parce que l'enfant a besoin que vous soyez très patient, très patiente. Il n'a pas compris ce que vous avez compris. Il y a très peu de choses dans ce que vous avez compris qu'il a déjà compris. La plupart du temps, il va falloir lui dire les choses plusieurs fois, plein de fois même. C'est la répétition qui est la clé. Donc justement, la répétition, ça va avec la patience. On a besoin de la patience. Répétez, redites. Ne dites pas à l'enfant, je te l'ai dit 100 000 fois. D'abord, ce n'est pas vrai. Et ensuite, justement, dites-lui 100 000 fois s'il faut le dire 100 000 fois. 20 fois, 100 fois sur ton ouvrage, sur ton métier, remets ton ouvrage. Vous connaissez la parole, la parole des béatitudes. Remettre son ouvrage sur le métier. Recommencer avec son enfant, redire les mêmes choses. C'est lui, au bout d'un moment, qui vous dira « Mais tu me l'as déjà dit, c'est bon, j'ai compris ». À ce moment-là, vous saurez qu'il a acquis. Voilà. Et ma dernière question, c'est la peur d'attendre trop de mes enfants. Il faut que je me fixe des limites, mais comment faire concrètement? Oui, n'attendez pas trop de vos enfants, en tout cas, n'attendez pas trop tout de suite. Et puis, ne faites pas de plan sur la comète. Votre enfant va vous surprendre dans des champs que vous n'attendez pas. Donc, n'attendez pas des enfants. Donnez, donnez, donnez. Ne vous projetez pas dans l'avenir. Et ils feront leur miel de ce que vous leur donnerez. Voilà. Ensuite, pour les limites, on en parlera si vous voulez. Alors, une autre question. Je crois que ça vient assez vite, donc il faut peut-être que j'aille un peu plus vite, mais on a quand même du temps. Y a-t-il des parents qui sont en Haute-Savoie? Je ne sais pas, Emmanuel. Regardez sur le forum, posez la question sur le forum pour savoir s'il y a des gens qui sont près de chez vous. C'est très sympa de se retrouver, de se réunir entre familles. Nous pouvons vous y aider, vous mettre en contact si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous nous écrivez. Mais en effet, essayez d'aller voir des familles. Si vous n'avez pas encore pris vos décisions, et même si vous avez pris votre décision, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. C'est très sympa à faire. Voilà. Alors,
Faut-il suivre les rythmes scolaires, notamment les 2 mois de vacances en été? Peut-on faire un essai en août pour ne pas risquer de rater la rentrée au cas où on n'y arriverait pas? C'est une question d'Agnès. Alors, faut-il suivre les rythmes scolaires, notamment les 2 mois de vacances en été? C'est un peu à la disposition et à l'envie de chaque famille, ça. Vous pouvez très bien, prendre une très longue pause. Si vous voulez faire 2 mois de vacances, faites 2 mois de vacances. Si vous voulez un petit peu de travail durant les vacances, vous pouvez le faire également. C'est une bonne idée, peut-être, de faire quelques jours, quelques essais, pour savoir si ça a fonctionné en septembre, si vous commencez tout juste. Faire un essai, c'est très profitable. Et puis, pour ceux qui font déjà des révisions en été, ça peut être bien. Bon, pas trop, parce que c'est quand même les vacances, hein, il ne faut pas non plus en faire tous les jours, mais vous pouvez en faire un petit peu pour ne pas perdre complètement le fil. C'est vrai que 2 mois, c'est long, donc vous pouvez aménager des séances de travail et puis voir si vous pouvez imaginer d'autres manières de fonctionner l'année prochaine par rapport à cette année. Voilà, alors, question plus technique. Quel emploi du temps pour un élève qui est atteint de difficultés, de troubles évolutifs de développement, avec un niveau de grande section de maternelle? Clément sera scolarisé cette année à domicile, ce qui a fortement déplu à l'inspection académique. Ça, malheureusement, c'est, je dirais, assez fréquent. Alors, sur ces questions de troubles, vous savez peut-être notre position, de 2 choses l'une. Soit il y a un vrai problème génétique, un problème qui sera, ou alors un problème, une lésion au cerveau, enfin un vrai problème, une vraie pathologie qui aura été diagnostiquée par un médecin, auquel cas nous ne pourrons pas vous répondre, parce qu'il vous faut vraiment un spécialiste, mais à condition qu'un spécialiste vous dise vraiment, preuve à l'appui, avec un vrai examen qu'il y a des difficultés. Soit, simplement, personne n'a vraiment diagnostiqué sérieusement les choses, mais on vous dit à l'école qu'il a probablement tel ou tel trouble. Alors, d'abord, un enfant qui est en grande section de maternelle, c'est trop tôt pour dire qu'il a des troubles. C'est trop tôt. On ne peut pas dire qu'un enfant est dyslexique ou dit quelque chose en grande section de maternelle. C'est la première des choses. La deuxième, en tout cas, c'est, enfin, ce sera un cas, ce sont des cas très très rares dont on puisse dire, dès la grande section de maternelle, qu'il y a un problème. C'est très rare, donc c'est probablement pas votre cas. En réalité, la plupart du temps, ces troubles surviennent parce qu'il y a des carences de programmes ou de méthodes. Donc c'est pas l'enfant qui a un problème en l'occurrence, c'est qu'on n'a pas su lui enseigner. Il n'arrive pas à répéter, à savoir, il n'arrive pas à rendre un travail parce qu'on ne lui a pas bien appris. On ne lui a pas appris la bonne méthode, on lui a appris des choses de manière embrouillée. Et comme il n'arrive pas à répondre correctement, on lui dit « tu ne sais pas, tu as un trouble ». Mais il n'a pas de trouble en fait. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir parce qu'on ne lui a pas appris correctement. Et je dis souvent parfois aux instituteurs, aux personnes qui nous disent que tel ou tel enfant est dyslexique, est dysorthographique, est dyspraxique, est dysécolique, est dyscalculique, etc. Je leur dis, eh bien, voilà, venez avec moi au dojo et je vais vous montrer un kata du niveau du 2e dan, par exemple, un kata au karaté. Je vais vous le faire une fois, dans le désordre. Et puis ensuite, je vais le faire une 2e fois dans un autre ordre encore. Et puis la 3e fois, c'est vous qui allez le faire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Bien sûr que non. Ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils n'ont pas appris simplement, progressivement, étape par étape. Est-ce que ça va m'amener à leur dire qu'ils sont dyslexiques ou je ne sais quoi, ou dyspraxiques? Non. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, tout simplement. Donc, soyons très réservés et prudents vis-à-vis de ces diagnostics. La plupart du temps, ils sont faux. Et les seules personnes habilitées à vous faire un vrai diagnostic en ce sens, ce ne sont ni les médecins scolaires, ni les pédopsychiatres, ni les profs, ni les instituteurs, ni les directeurs d'école, ni les médecins scolaires.
uniquement des neurochirurgiens avec des examens extrêmement approfondis pourront vous dire la vérité à ce sujet. Tant qu'on n'a pas fait un examen approfondi du cerveau, on ne peut pas dire que votre enfant est 10 quelque chose. Donc, soyez très prudents vis-à-vis de toutes ces affirmations. Voilà. Je voulais vous parler d'un fichier que nous offrons aux abonnés, que je vais vous présenter maintenant parce que c'est un outil dont vous pouvez vous servir, qui est extrêmement utile pour construire votre projet. Que vous ayez pris la décision ou que vous ne l'ayez pas prise. Donc, je vais le montrer à l'écran comment ça fonctionne. C'est un fichier heuristique et je vais vous montrer, c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Alors, vous l'avez à l'écran. Donc, le logiciel, c'est FreeMind. Vous avez une autre version de logiciel qui s'appelle FreePlane. C'est la même chose, à peu près la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier heuristique? C'est un fichier à partir duquel vous allez développer vos idées, vos principes. Donc, vous partez par exemple sur le projet de « Je fais l'école à la maison ». Ça, c'est le fichier que nous offrons aux gens qui s'abonnent. Nous avons commencé à le remplir, et je vais vous présenter un petit peu les différentes choses que nous avons commencé à mettre. Donc vous voyez, à partir de là, bon, ben, ça commence par mes constats. Mes constats, ce que je ne veux plus, c'est à la maison que, donc, et je prends donc la décision de. Je change mon organisation car je vais dans tel sens, etc. Ce que je ne veux plus, c'est ceci, c'est cela. Voyez, donc on commence par les constats. Vous constatez également que mon enfant est capable, d'ailleurs, il est doué pour telle ou telle chose. Ou alors il peut se perfectionner dans tel ou tel domaine. Et puis, suis-je capable? Oui, je n'ai pas besoin d'être enseignant. Mes capacités sont, je suis, etc., etc. Donc, vous pouvez développer à chaque fois. Vous pouvez exposer chacune de vos qualités et ça vous permet à chaque fois de faire le point assez précisément. Mes difficultés, voilà. Les outils que j'ai à ma disposition, voilà. Alors, le cours par correspondance, le guide, Internet, les livres, etc. Ensuite, deuxième étape, nous avons mis là mes attentes et ce que j'observe. Quels sont les avantages que j'attends de l'école à la maison? Alors là, vous pouvez faire un plan pour déterminer si vous allez prendre la décision ou pas, par exemple. Vous pouvez construire ici quels avantages vous en tirez sur le plan scolaire, sur le plan du comportement, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de nos relations, etc. etc. Et puis, quels sont les avantages dont je ne me doutais pas, mais que je découvre au fur et à mesure. Alors, on va développer ceci. Bon, voilà. Par exemple, pour mon enfant, pour moi, pour ma famille, quels sont les avantages que vous pourriez en tirer? Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez développer un plan d'action en faisant le point sur vos moyens, sur les démarches que vous aurez à faire. Alors ça restera valable quand vous aurez commencé, puisque vous pourrez toujours mettre ici les démarches que vous serez en train de faire. Vos premiers pas, donc je fais des cours d'essai, j'en parle à mon mari, à mon conjoint, etc. Je commande des échantillons, voilà. Et puis je m'y mets pour de bon, et là, à partir de là, vous pouvez développer le plan vous-même. Alors, bon, ça c'est un petit fichier qui peut vous permettre de commencer à mettre en place votre projet avant ou pendant que vous faites l'école à la maison. Voilà, je voulais vous montrer. Servez-vous, n'hésitez pas à vous servir de ce fichier parce qu'il permet de bien structurer dans votre esprit les choses. Il y a un élément qui est quand même très important dans ce type de projet, c'est de ne pas accumuler les difficultés. N'affrontez pas 36 difficultés à la fois. Très souvent dans la vie, quand on a des difficultés et quand on est dans une impasse, c'est parce qu'on a beaucoup de choses qui nous posent problème. On accumule des difficultés, donc il y a des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes d'un ami qui va pas bien, un parent qui est malade, l'enfant qui peut avoir une difficulté, et puis etc., etc., etc. Et donc tout ça, c'est une nébuleuse. Et donc je vais mal et je ne vais pas m'en sortir parce que où que je regarde, j'ai des problèmes. Et alors là, on cultive des pensées négatives et ça ne fait qu'aggraver les choses. Et puis la nuit, vous y pensez, c'est encore pire encore, on arrive à plus dormir, etc. Alors, première des choses, faites le point très clairement sur chacun des sujets et détaillez. Et dans chacune, et quand je dis ça, c'est vrai pour les difficultés que vous avez avec vos enfants actuellement en faisant l'école à la maison, etc. Ne prenez pas tout d'un coup, posez bien les questions les unes après les autres. Et pour chacune des questions que vous vous posez, faites un point des avantages que vous avez, les forces que vous avez, vos avantages, et les faiblesses.
Et puis poser les questions qui sont centrales. En posant les questions, on trouve des solutions. En fait, on ne trouve jamais une solution si on n'a pas posé la bonne question. Donc la bonne question, c'est la clé du développement personnel. La question, c'est central. Si vous avez la bonne question, vous avez pratiquement la réponse. Donc, vous voyez, alors ce fichier, vous pouvez ensuite, si vous voulez, vous pouvez bien sûr en faire un autre. Hein. Je vais retourner dessus. Vous voyez, vous pouvez en créer un autre. Alors comment s'en servir? Vous voyez, vous faites ici insérer. J'insère ici, ici je mets blabla. Hein, et puis si je fais entrer, je vais avoir son petit frère jumeau qui s'appellera Blibli, par exemple. Et puis vous pouvez en mettre au-dessus ou en dessous. Vous pouvez les déplacer. Hein, vous pouvez déplacer au-dessus. Vous pouvez voilà, le mettre après, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un fichier. Vous pouvez vraiment vous en servir comme vous voulez. Avec un CTRL-Z, vous annulez évidemment ce que vous avez fait auparavant. Voilà, ça c'est, nous recommandons vivement l'utilisation de fichiers heuristiques. C'est vraiment une invention géniale qui va avec l'informatique. Vous pouvez faire ça sur une feuille de papier si vous détestez l'informatique, mais c'est vraiment bien, ça vous permet de... Vous pouvez d'ailleurs mettre des liens internet ou reliés à d'autres fichiers. Ça vous permet vraiment de faire le clair dans vos idées. Et puis, si vous avez des collections de disques, de livres, c'est pareil, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez classer des choses. Commencer à classer des choses, faire du rangement, faire du propre, c'est très bon dans un développement personnel. Faire du propre dans sa vie, c'est très bon, et ça c'est un très bon outil pour ça. Voilà, j'en ai fini avec ça. Alors, on me demande au sujet du coaching. Concernant le coaching, alors, nous avons voulu faire un accompagnement que vous recevez par toutes les semaines, donc à peu près un message en moyenne tous les 3 à 4 jours. Le coaching est une activité un peu différente puisque c'est un entretien que nous avons en privé et qui dure à peu près, enfin qui dure 1 heure. Hein. Donc il y a une montée en puissance et puis une redescente. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure sur le rythme de concentration. Donc durant 35-40 minutes, on est vraiment à fond dans le sujet. Bon. En 1 heure d'entretien, vous gagnez des mois, pour certains des années, parce qu'on va très vite. On fait le clair très vite. Mais, en principe, vous n'en avez vraiment besoin que si vous avez épuisé les autres ressources. C'est-à-dire que je ne vous encourage pas forcément à faire du coaching tout de suite. Déjà, suivez les recommandations et l'abonnement de près. Vous avez déjà énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et le coaching vous servira, l'accompagnement personnalisé au téléphone, etc., accompagné par Skype, vous servira si vraiment vous avez un projet, après avoir fait l'essentiel du chemin et après avoir pris vos décisions, vous aurez, ça va vous aider à concrétiser réellement quelque chose qui vous tient à cœur et qui ne correspond qu'à vous et que nulle part, vous n'aurez de réponse nulle part. Voilà. Ou alors une difficulté avec un enfant, par exemple, qui est vraiment très rare et unique aussi. Voilà, donc vous n'avez pas besoin forcément d'y recourir, vous pouvez en principe vous en tirer. Et cela dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sommes là et nous vous en parlerons. Et d'ailleurs, nous proposons une séance d'essai aux personnes qui hésitent et qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc on s'appelle et puis pendant 1 heure, on a une approche, on fait une séance d'essai pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Voilà pour le coaching. Alors, question au sujet des quiz. Nous avons fait plusieurs quiz récemment. Alors, nous en faisons de plus en plus. Il y a des quiz qui sont des quiz publics, tout le monde peut les faire. Et puis, il y a ceux que vous avez au sein de votre accompagnement. Les abonnés reçoivent régulièrement des quiz qui sont évaluatifs. Alors, j'ai remarqué que jusqu'ici, il y a un pourcentage relativement faible de personnes qui acceptent de les faire. Je veux vous dire que c'est absolument anonyme, donc vous n'avez aucune crainte à avoir. Nous n'avons pas le résultat de vos données. C'est uniquement pour vous aider à faire le point. Ils sont très importants pour nous parce que ça vous permet de faire le point, de savoir ce que vous avez fait comme chemin.
Donc faites bien les questionnaires au fur et à mesure du développement personnel. À chaque fois qu'il y a un questionnaire un peu ardu, on vous laisse 5 jours pour réfléchir. Donc il y en a eu 2 dans la session actuelle. Les gens qui sont inscrits depuis le début de l'année n'en ont eu que 2, c'est pas énorme. Mais donc ça vous laisse, vous n'êtes pas accablé de travail, mais ça permet de faire un point et c'est très important. Alors, est-ce que l'école à la maison s'adresse à tous les enfants? Oui, ça s'adresse à tous les enfants, sauf, comme je l'ai dit, ceux qui ont une pathologie qui les empêche complètement de pratiquer. Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus, je ne veux pas avancer là-dessus. On peut toujours faire quelque chose pour un enfant, même en très grande souffrance et même souffrant de pathologie. Mais je ne veux pas. Ce n'est pas le sujet de notre blog. Nous ne nous occupons pas spécialement des enfants qui ont des pathologies parce que c'est de la médecine pure et que ce n'est pas notre spécialité. En dehors de cela, tous les enfants peuvent faire l'école à la maison et tous les enfants peuvent réussir. Le tout, c'est de leur donner la bonne méthode, de leur donner une bonne approche, de s'occuper d'eux d'une manière telle qu'ils puissent y arriver. Dans un système qui est un système global comme l'école, nous espérons que ça changera, mais pour l'instant, on établit une grille de lecture commune, un programme commun. Et puis, dans ce programme, il y a ceux pour qui ça marche, et puis il y a ceux pour qui ça ne marche pas. Et ceux qui sont un peu en marge, pour qui ça ne marche pas, on leur dit, le système ne va pas s'adapter pour toi, nous n'allons pas changer pour toi, l'instituteur ne va pas faire une formation spécialement pour toi, donc soit tu t'adaptes, soit tu ne t'adaptes pas. Si tu ne t'adaptes pas, tu ne vas pas réussir. En général, on ne dit rien, et l'enfant se retrouve en échec. Donc, vous le savez, aujourd'hui, il y a 41% d'enfants en situation d'échec à l'entrée en 6e. 41% qui sont considérés comme illettrés. Qui est énorme. En France, je parle en France. Bon, pour le Canada, je ne sais pas quels sont les chiffres. La Suisse, Belgique, il va les voir, mais en France, c'est énorme. Ça veut dire que 41% des enfants pourraient ne pas réussir. Bon, eh bien sûr, c'est faux. Tous les enfants peuvent réussir. Tous les enfants peuvent réussir et tous les enfants qui font l'école à la maison réussissent. Moi, je n'ai pas entendu parler d'un échec retentissant d'un enfant ayant fait l'école à la maison. Alors, il doit bien y en avoir. Il y a probablement un enfant qui n'a pas du tout réussi. C'est possible. Mais le fait est que pratiquement tous les enfants, plus de 98 ou 99% des enfants qui font l'école à la maison réussissent. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe réellement d'eux et que l'enseignement s'adapte à eux. Alors, vous allez me dire, certains vont dire, ceux qui sont contre l'école à la maison vous diront, mais l'enseignement n'a pas à s'adapter aux élèves, on est dans une classe et on ne peut pas faire un cours particulier à 30 personnes. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Ce n'est pas en effet qu'il faille faire un cours particulier à 30 élèves dans une classe parce qu'on n'y arriverait pas. C'est que la méthode qu'on utilise doit pouvoir être appréhendée par chaque élève, même si on a 30. Quand on fait du coaching à 2000 personnes, on y arrive. Il y a bien des coachings de groupe, il y a des coachings très importants dans des entreprises énormes, chez Google, chez Michelin, etc. Il y a des coachings d'entreprises qui concernent des centaines, des milliers de personnes. C'est faisable. Seulement, le système éducatif tel qu'il est actuellement, n'étant pas très évolué, n'ayant pas encore beaucoup parcouru ces domaines et appris de ces nouvelles connaissances, on en est encore à des schémas qui sont le cours magistral, le programme, il est comme il est, et votre enfant doit s'y adapter. Voilà. Alors, d'ici que les écoles s'adaptent, changent, eh bien, nous développons, l'école à la maison, et nous développons l'école à la maison avec les ressources les plus avancées dans le domaine de la recherche sur le cerveau et dans le domaine du développement personnel de l'enfant, de l'adulte, etc. Voilà. Alors, de ce fait, tous les enfants peuvent réussir et tous les enfants peuvent être heureux. Ça ne fait aucun doute. Bon. Alors, on a des questions très fréquemment sur et j'en vois qui reviennent là, sur le côté légal. Alors, l'école à la maison, vous le savez, est légale. Vous pouvez parfaitement la faire. Alors, ce n'est pas parce que vous avez la loi de votre côté que vous pouvez dire « je fais l'école à la maison, au revoir tout le monde et je ne veux plus vous voir ». Parce que vous devez savoir que fréquemment, les académies appliquent des sanctions
et même en dehors du droit. Donc vous pouvez avoir des tas d'ennuis. Alors vous aurez gain de cause à terme, mais en attendant, vous risquez d'être ennuyé. Alors, comment faire pour ne pas être ennuyé? Eh bien, allez-y en douceur, soyez diplomate, et ne soyons pas trop dans une posture militante de combat contre l'école, parce que, je vous dis, il y a des académies où ça ne se passera pas bien. Vous pouvez faire l'école à la maison, vous avez deux cas de figure, soit vous enregistrez votre enfant vous l'inscrivez auprès d'un cours par correspondance, soit vous ne le faites pas. Alors, si vous ne le faites pas, nous vous le disons, nous vous l'avons déjà dit, mais nous vous le redisons, vous vous exposez quand même à des vérifications, des contrôles. La mairie va vous envoyer du monde, et puis ensuite vous aurez l'académie. Et alors, souvent les gens ne prennent pas de cours parce qu'ils veulent faire des économies. Donc vous allez effectivement économiser 500 ou 600 euros, mais cette économie risque de se perdre pour une raison toute simple, c'est que si vous avez une procédure contre vous, vous devrez payer un avocat. Ça vous coûtera plus cher que ça. Donc le plus simple, c'est d'inscrire votre enfant. Alors je ne veux pas vous faire peur en vous disant que toutes les académies vont venir vous chercher, ou vous aurez à chaque fois des ennuis, mais il vaut mieux être prudent. La plupart du temps, ça se passe très bien. Nous, on n'a pas eu, il y a un moment donné, dans le parcours de nos enfants, à un moment donné, on n'avait plus d'inscription dans une école par correspondance, donc on a fait toutes les déclarations nous-mêmes. Ça n'a pas du tout plu à la mairie qui nous a envoyé un contrôle, etc., mais ça s'est très bien passé. On était très contents d'ailleurs qu'il nous les envoie, ça nous a beaucoup amusé de pouvoir recevoir l'inspecteur d'académie, lui montrer que les enfants allaient très bien, etc. Mais bon, il arrive que ça se passe moins bien. Il y a des cas d'actualité où ça se passe moins bien, et donc vous faites appel à un avocat. Nous avons deux de nos abonnés qui sont actuellement en recours, et donc ça leur coûte des frais. Si ces personnes avaient été inscrites à un cours par correspondance, elles n'auraient pas eu ces problèmes. Donc tout simplement, inscrivez-vous à un cours par correspondance. Nous en recommandons quelques-uns sur notre page qui s'intitule de mémoire les adresses utiles, je crois. Et là, vous avez les adresses des bons cours, les cours que nous recommandons. Vous avez une possibilité soit d'inscrire votre enfant à un cours par correspondance et prendre tous ces cours, soit éventuellement de choisir, en fait, de vous faire un patchwork de cours entre plusieurs cours. Mais dans ce cas-là, il faut bien en parler avec vos correspondants, leur demander est-ce que vous acceptez que je prenne chez vous les maths, le français ailleurs, etc. Il est très important de veiller au sommeil de l'enfant. La plupart des enfants sont fatigués. Il est quand même assez central de pouvoir obtenir d'un enfant la concentration, etc., qu'il soit en forme. Un enfant qui est fatigué n'est pas bien. Donc il est très très important, il est crucial d'amener l'enfant à un rythme de sommeil important. C'est de plus en plus difficile avec les ados, parce que plus ça va, plus ils se couchent tard, mais c'est justement à ce moment-là, au moment de leur croissance, qu'ils devraient prendre l'habitude d'avoir un bon sommeil. C'est vital. Dans le sommeil se refont la mémoire, la santé générale, la vue, enfin voilà, énormément tout le corps se refait. D'ailleurs, vous savez que les yeux, les organes se refont tous les X jours en fonction de l'organe en question, mais le sommeil est le moment où l'enfant se ressource et où il peut retrouver son énergie. Vous ne pouvez pas demander à un enfant qui est fatigué un effort d'attention, de mémorisation, etc. Donc de grâce, faites en sorte que l'enfant soit en forme. Il sera en forme par le sommeil tout d'abord. Ensuite, vous avez bien sûr les activités sportives. Il faut qu'un enfant puisse s'aérer, puisse se défouler. Le corps, le corps fait tout un. Donc vous ne pouvez pas séparer l'esprit du reste. Il faut qu'il soit en forme, il faut qu'il ait une bonne santé, il faut qu'il soit bien nourri. Premier médicament, c'est le sommeil. C'est assez fréquemment que j'ai croisé des cas de parents qui se plaignaient du manque de concentration, d'attention d'un enfant. Et je m'apercevais qu'un enfant était épuisé. Les enfants qui ont la télévision dans leur chambre et qui regardent la télévision jusqu'à minuit, bien, automatiquement ils sont crevés et leur faculté d'apprentissage diminue. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus.
Dans un premier temps, on a vu, c'est ma grande fille qui vient de passer là, qui me regarde. Bon. On a vu dans un premier temps, ce que nous faisons avec l'accompagnement, c'est que nous voyons toutes les matières sur à peu près un mois. Vous pouvez attaquer tout de suite, bien sûr, l'enseignement et vous recevrez les éléments que nous vous donnons sur les matières au fur et à mesure. On commence assez vite par les matières. Comme vous le comprenez bien, c'est qu'il y a la dimension de l'enseignement direct des matières, et puis il y a ce qui tourne autour de l'enseignement, et qui sont les conditions de l'enseignement, qui sont la santé de l'enfant, qui sont son équilibre moral, etc. etc. Enfin, il y a mille choses à voir autour de l'enseignement. Donc, au début, on voit spécifiquement les matières, et puis vous verrez que peu à peu, on prend du recul et on s'intéresse à des choses qui vont nourrir les matières, l'enseignement des matières, et qui vont se situer un peu au-delà. Et puis ensuite, il y a toutes les questions qui sont liées à la gestion des différents niveaux. Alors, si vous assistez en ce moment même, vous verrez qu'en bas de la fenêtre, il y a, je vais vérifier ça avec vous, mais en principe, il y a en bas de la fenêtre la possibilité de découvrir le programme. Voilà. Donc ici, en cadeau, là, vous avez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez le programme des 190 premiers jours, sachant qu'il y a 365 jours de programme, il y aura même davantage. Là, vous pouvez découvrir, si vous voulez, les différentes choses que nous présentons sur les 190 premiers jours. La difficulté pour nous, si vous voulez, quand nous avons créé ce programme, ça a été de ne pas vous inonder de messages. Alors là, vous me direz si vous estimez en avoir reçu. Si vous en recevez trop, c'est important que vous me le disiez. On essaie de faire en sorte que vous ayez le maximum d'éléments et sans vous inonder non plus. Donc, vous donnez le maximum de choses en peu de temps. Et puis, commencer à travailler sans non plus avoir trop de messages. Autre question. Pour la récitation, mon enfant est très rapide pour les apprendre par cœur, mais il est très souvent rébarbatif à les répéter lorsque je les lui demande. Je sais qu'il les a bien apprises parce qu'il les répète en jouant. Dois-je insister pour le faire réciter lorsque je le lui demande ou non? Bon, alors, il est important que votre enfant restitue un savoir quand vous le demandez, quand c'est le bon moment. Il faut qu'il sache le faire, ça. C'est pas à sa guise. Mais, vous n'avez pas non plus vous montrer d'une excessive sévérité. Essayez de faire en sorte que ce soit un moment qui lui convienne le mieux. Si il vous dit non, je ne veux pas que ce soit maintenant, demandez-lui. Alors, quand préfères-tu? Il va vous dire, normalement, il va vous donner un moment. Mais la question, vous voyez, la question quand induit qu'il y aura bien un moment, mais c'est lui qui va choisir le moment. Et puis, en grandissant, peu à peu, au fur et à mesure qu'il va se développer, vous allez fixer un peu mieux les choses. C'est-à-dire que vous direz à l'avance, mardi prochain, à 10 h, tu réciteras ta poésie. Et là, vous vous y tiendrez. Ce sera mardi, 10 h, il récitera sa poésie. Voilà. Bon, peut-être aussi que il n'a pas envie de les répéter sur le coup, il les a très très bien apprises, et donc vous pouvez vérifier, vous pouvez lui demander, s'il est petit, je pense en particulier aux petits, vous pouvez lui demander, quand vous êtes sur la route, par exemple, en déplacement, voilà, vous commencez à la réciter, puis lui-même il va la reprendre. Vous voyez, pas forcément au sein du cours, vous pouvez lui faire répéter des choses, des notions, en dehors des cours, ça va lui permettre de mieux ingérer dans sa vie ce qu'il apprend à l'école. Mon garçon, à 4 ans, il apprend la lecture et l'écriture en même temps. Vu son âge, il est difficile et exigeant pour lui de faire de belles lettres, bien formées, qui suivent les trottoirs. Cependant, il adore écrire des lettres de toutes les grandeurs. Dois-je insister pour qu'il suive la méthode ou apprécier son plaisir? Alors, mon garçon à 4 ans, il apprend la lecture et l'écriture en même temps. Suivre le trottoir, je suppose que c'est suivre les lignes. Alors, montrez-lui, plutôt que d'exiger qu'il fasse tout de suite de très belles choses, montrez-lui vous-même ce que sont des belles lettres selon vous. Et inéluctablement, il va s'y mettre, il va avoir envie d'en faire aussi. Ah oui, ça c'est Anna qui est au Canada. Voilà, donc qu'il découvre le plaisir d'écrire, et puis tôt ou tard, il se mettra à essayer d'en faire un peu plus, vous imiter, etc.
Alors, question suivante. Lorsqu'on fait l'école à la maison, est-il nécessaire de faire travailler son enfant de temps en temps dans un groupe du même âge, genre école des devoirs ou autre? Nécessaire, pas forcément, mais ça peut être très utile. Vous pouvez en effet réunir des enfants entre eux et les faire travailler ensemble, à condition que les autres enfants... Alors, il faut quand même le préparer, parce qu'il faut quand même qu'ils soient à peu près du même niveau, qu'ils aient vu les mêmes choses, et puis que ça apporte à votre enfant. Si ce sont des enfants d'un milieu qui sont à l'école et qui sont extrêmement dissipés et qui vont perturber votre enfant, ça ne va peut-être pas lui apporter grand-chose. Mais si en revanche, ils sont aussi en train d'apprendre, pas forcément de la même manière, mais en tout cas... ils sont eux-mêmes, ils ont envie de partager, ce sera très bon de faire partager un moment de répétition ensemble. Comment motiver l'aîné qui doit travailler quand les petits frères et sœurs s'amusent? Ah, mais alors ça c'est une question, c'est une très bonne question qu'on me pose là. Alors, de deux choses l'une. Quand vous avez des petits frères et sœurs, et qu'il y a un grand qui travaille, il faut vraiment respecter le travail du grand. Donc, autant que possible, je dis de deux choses l'une. Le premier des cas, c'est petits frères et sœurs n'arrivent pas à faire autrement que du bruit et de s'agiter. Donc s'ils font du bruit et qu'ils s'agitent, il faut les mettre ailleurs. Ou un peu à distance, si vous n'avez pas 36 pièces, si vous avez... voilà, vous les mettez un peu à distance et vous leur demandez de jouer à voix basse. Vous essayez d'organiser les choses pour qu'ils jouent à voix basse et vous leur expliquez qu'il y a un grand frère ou une grande sœur qui travaille et qui a besoin de concentration. C'est important pour le grand de voir que vous vous intéressez à ce qu'il fait et que vous respectez et que vous faites respecter son ambiance de travail. Par ailleurs, deuxième cas, c'est quand vous pouvez faire en sorte que les petits frères et sœurs se rapprochent de ce qui se passe là et qu'ils regardent, qu'ils voient, qu'ils écoutent votre cours en silence et qu'ils s'y mettent un peu à leur manière. Alors peut-être qu'ils vont un petit peu intervenir au début, un peu perturber le cours, mais c'est pas très très grave. Si vous contrôlez bien le phénomène, ils vont eux-mêmes commencer à apprendre ce que le grand, ils entendent ce que le grand est en train de dire ou d'apprendre, et ça les intéresse, ils vont vouloir être comme des grands et savoir ces choses-là. Donc vous pouvez les intégrer. Donc deux choses l'une, soit vous arrivez à faire en sorte qu'ils s'intègrent, soit vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, vous les isolez, vous les mettez au loin, et le moins d'agitation, le moins de bruit possible pour que le grand puisse travailler. Et puis vous pouvez vous déplacer, aller vous occuper d'eux pendant que le grand travaille tout seul, comme ça il sera mis en confiance, vous lui dites je te laisse, tu es capable de travailler tout seul, il va travailler tout seul, ou elle va travailler toute seule, je vais m'occuper des petits quelques instants, je reviens. C'est très bien d'ailleurs de faire ça, il faut savoir s'éloigner un petit peu pour qu'un enfant prenne confiance en lui. Et puis vous revenez, et ainsi de suite. On peut faire des navettes comme ça. Soit, donc deuxième cas, vous arrivez à les intégrer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, et là à ce moment-là, ils vont nourrir le cours de leur présence, et puis ils vont apprendre, ils vont écouter et enregistrer des choses. Vous parlez souvent de motivation, c'est notre cher Camille là, qui nous écrit. Alors vous parlez souvent de motivation et d'émerveillement, donnez-nous des idées pour motiver un enfant qui rechigne, pour ne pas que ce soit les parents qui se démotivent ou perdent de patience. Même si vous dites aussi qu'il peut y avoir autre chose derrière, mais comment savoir? Camille, je vous assure que si vous émerveillez votre enfant, il va être bouche bée. Il va être scotché, comme on dit maintenant. Il va vous regarder. Donc, si vous ne savez pas comment faire, quelle va être la matière? Quelle va être la matière que vous allez enseigner? Supposons, je ne sais pas, supposons que ce soit le français. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Préparez un petit peu dans ces cas-là. Préparez un petit peu. Vous n'allez pas faire 1 heure d'émerveillement, mais vous allez avoir une chose ou deux autour duquel vous allez bâtir le cours. Vous allez en arriver à ce point précis, vous allez mettre en scène un petit peu votre cours autour de ce point qui émerveille l'enfant. Et je vous assure qu'il ne rechignera pas, il regardera. Ce sera plus intéressant que ce qui se passera dehors. Donc, regardez dans les cours, il y a des choses extraordinaires, même des choses qui vous paraissent simples. Je dis dans la leçon de choses, l'électricité, notre électricité, pour nous, on est complètement blasé, on allume, on éteint, on ne fait même pas attention. Mais c'est extraordinaire l'électricité. C'est extraordinaire, c'est de la magie. Vous montrez à un enfant, regarde. Je vais appuyer sur ce bouton et la lumière va s'allumer. Les rois de France n'avaient pas ça. À Babylone, les rois n'avaient pas ça. Nabucodonosor, il ne connaissait pas l'électricité. Et Louis XIV ne connaissait pas ça. Ça peut être ça, ça peut être 1000 choses. Quand vous faites un cours d'histoire, racontez bien les choses. Je ne sais pas, l'assassinat d'Henri IV, vous pouvez raconter dans la rue comment ça s'est passé, Ravaillac se préparant avec son couteau, vous pouvez donner une dimension passionnante et palpitante. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça rend les choses très très intéressantes.
Alors, c'est pas forcément facile. J'ai un petit truc quand même pour vous. Euh, vous pouvez très bien faire venir votre conjoint, votre mari, euh, et lui demander de faire un cours. Et comme il n'a pas l'habitude de le faire, je vous assure qu'il va se dépasser. Ça va être un moment assez intéressant pour lui aussi. Euh, et ça va créer, il va se passer quelque chose. Votre enfant va être plus attentif qu'à d'habitude. Donc, n'hésitez pas à casser un petit peu. Si vous voyez qu'un enfant rechigne, il commence un peu à s'ennuyer, c'est parce que l'ambiance est un peu toujours la même. Donc, changez un peu les règles du jeu. Vous pouvez changer de personne, vous pouvez changer le lieu. Vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu avec les choses, vous pouvez changer peut-être l'horaire, si vraiment c'est quelqu'un, un enfant qui ne supporte pas la routine, ça existe. Moi, j'étais un peu comme ça. Je ne supportais pas tellement la routine, je ne supporte toujours pas la donc, vous changez complètement les choses. Il y a d'autres enfants qui auront besoin d'une répétition. Donc ça, il faut beaucoup de discernement, faites attention à ça. Mais un enfant qui rechigne et qui a du mal, qui s'ennuie très vite, changez les termes du cours. Vous pouvez modifier, lui demander de participer, lui-même d'aller chercher des choses pour faire le cours, pour le bâtir avec lui, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, je veux bien essayer de vous donner des idées, mais le mieux, c'est que vous en trouviez par vous-même. Parce que si je vous donne des idées comme ça, vous allez faire les choses, mais vous allez épuiser très vite le stock, et puis vous ne serez pas tellement plus avancé. Hein, c'est comme si vous étiez dans le désert, vous amène de l'eau sans cesse. Bon, c'est bien, mais après, comment vous allez faire quand il n'y en aura plus? Il faudrait mieux que je vous montre comment creuser un puits. Alors, pour creuser un puits de l'émerveillement et de la motivation, c'est en vous que vous trouvez, poser cette question, en parler avec les uns et les autres, avec votre conjoint et votre mari, essayer de savoir comment vous pouvez faire en sorte que vous-même vous ayez cette motivation. Parce qu'en fait, et vous savez bien, s'il n'y a pas de motivation chez l'enfant, c'est parce qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment chez vous. Vous n'êtes pas toujours très motivé. Alors comment renouveler votre stock de motivation et d'émerveillement vous-même? Je vous assure que si vous êtes émerveillé, je vous le répète, il va être scotché. Donc travaillez là-dessus et essayez de mettre en valeur ce que vous apprenez, de voir un peu à quel point les choses sont beaucoup plus extraordinaires qu'on le dit. Vous savez, on est dans un monde où on est blasé de tout, on s'est habitué à tout, on mange tous les jours, on trouve ça normal, on se déplace en voiture, en ceci, en cela. Mais tout ça, c'est incroyable, si vous y pensez. Pour quelqu'un qui serait au fond d'une geôle, au fin fond d'une dictature, et qui serait là depuis, je ne sais pas, je pense aux dissidents non soviétiques, qui sont restés 35 ans, mais ils rêvaient de pouvoir faire des choses aussi simples que de parler à un inconnu dans la rue, que d'aller boire un verre, que de se déplacer. Donc, vous pouvez tout à fait émerveiller un enfant avec des choses qui paraissent simples. C'est l'art du magicien. Il fait des tours avec des objets usuels. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si ça s'est débloqué. Bon, je ne sais pas. Apparemment, plusieurs personnes étaient bloquées, donc bienvenue à elle. Apparemment, ça refonctionne. Mais il y aura une rediffusion. Vous pourrez voir les premiers instants du web séminaire. On va peut-être prolonger un peu pour ceux qui sont arrivés en retard. Est-ce que les parents connaissent de grandes difficultés avec leurs jeunes enfants de 6 ou 7, voire plus, qui refusent de travailler, sont très turbulents à la maison et ne veulent rien apprendre? Si oui, quels conseils leur donnez-vous? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, parce que le prénom n'est pas marqué, mais je vous réponds, oui, tous les parents ont des difficultés avec leurs enfants qui refusent de travailler. Tous. Et nous avons connu ça. Et c'était tel que on a vraiment, on ne savait plus quoi faire. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a vraiment sérieusement réfléchi à cette question. Si les enfants ont des difficultés pour apprendre, c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. La réponse, elle est là. C'est que nous n'avons pas trouvé le truc pour les motiver, pour les amener à se faire très plaisir en jouant et en travaillant. Donc, quand vous avez un enfant qui a une grande difficulté pour apprendre, pour travailler, c'est que nous n'avons pas trouvé le truc. Quel conseil leur donner aux enfants? Aucun. Ils attendent que quelque chose se passe. C'est aux parents qu'il faut donner des conseils. C'est les parents qu'il faut aider. Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas si simple que ça, mais enfin quand même. L'enfant vous voit tel que vous êtes actuellement. Il vous connaît par cœur. Il connaît votre registre. Il vous a entendu depuis le début. Il connaît. Changez ce registre. Modifiez votre registre. Vous avez en vous plusieurs personnalités. Quand vous êtes à l'extérieur, vous parlez à la boulangère ou à un avocat ou à un banquier, vous ne parlez pas comme à votre enfant. Essayez de changer de registre. Vous êtes capable d'avoir plusieurs registres. Changez de registre et votre enfant va être surpris. Imaginez, je pense souvent à ça, je me dis, il y a des parents parfois qui ont des difficultés avec un enfant qui ne veut pas obéir et qui disent notre enfant il n'obéira jamais à personne. Bien, je vous garantis que si vous faites entrer dans la pièce
certains personnages, je ne sais pas, dans votre imaginaire, vous pouvez penser à Louis Jouvet ou Lino Ventura ou qui vous voulez, ou je ne sais pas, on peut prendre n'importe quel personnage qui rentrerait dans la pièce, et votre enfant, il serait extrêmement attentif et très très vigilant, et tout d'un coup vous le verriez changer. Pourquoi? Parce que ce serait quelqu'un d'autre, ce serait un autre registre, votre enfant serait obligé, il verrait une autre personne, il serait obligé de changer d'attitude. C'est parce qu'il vous connaît en fait que vous avez une difficulté. C'est très difficile d'enseigner à ses propres enfants. C'est un vrai challenge, un grand défi d'enseigner à ses propres enfants parce qu'il n'y a pas d'enfant plus difficile à enseigner que ses propres enfants. Vous pouvez enseigner les enfants des autres parents, mais c'est très difficile d'enseigner vos enfants. Et si vous y arrivez, croyez-moi, vous avez atteint une grande maîtrise de vous-même, une grande maîtrise en général. Donc c'est un travail, c'est pour ça que nous disons tout le temps, l'enseignement, l'école à la maison, c'est d'abord un travail sur nous-mêmes. Voilà. Alors ça, c'est tout un chemin à faire. Je ne vais pas vous répondre en 5 minutes, mais c'est tout un chemin à faire. C'est pour ça que nous faisons cet accompagnement, c'est pour vous aider à progresser vous-même, changer certains aspects de votre personnalité qui fassent en sorte que votre enfant soit plus attentif, plus vigilant. Vous allez lui donner quelque chose qui va, tout d'un coup il va se dire, mais c'est génial ce que fait maman, c'est génial ce que fait papa. Anne-Marie, alors j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Donc Anne-Marie, si vous voulez, vous reverrez ce qu'on a vu en début de session. Alors, comment ne pas déconcentrer un deuxième enfant qui fait des exercices seul pendant qu'on explique un cours à un premier si les deux enfants sont dans la même classe? Doit-on les mettre dans des pièces séparées? Oui, vous pouvez séparer des enfants, surtout s'ils sont du même âge d'ailleurs. Il faut faire très attention aux enfants qui sont du même âge et à un même niveau, ou pas forcément à même âge d'ailleurs, mais quand c'est le même niveau, pour éviter qu'il y ait un phénomène de compétition qui ne soit pas forcément sain entre eux, vous pouvez les séparer. C'est d'ailleurs bien de prendre l'habitude de les responsabiliser chacun de leur côté, de leur confier un travail séparément à chacun. Donc oui. Cela dit, ça va être bien aussi de temps en temps de rappeler des choses pour les deux. Souvent le deuxième va faire mine de déjà tout savoir, mais en fait il tend l'oreille et puis il écoute parce que c'est pas mal, ça lui fait une révision en même temps. Donc voilà, de temps en temps ensemble, vous faites des rappels pour les deux, vous demandez au deuxième de s'arrêter, d'écouter parce que vous faites un rappel important pour les deux, puis de temps en temps vous les séparez en effet. Alors, mot-clé bambin, bonjour. Pratiquement, comment s'organiser en ayant un bambin de presque 2 ans qui réclame beaucoup d'attention tout en enseignant aux 2 aînés? Coin-jeu dans la même pièce, jeu dans une autre pièce, etc. C'est Armel qui nous demande ça. C'est difficile, un petit enfant s'en occuper parce que, bon, Dieu merci, un petit enfant à 2 ans, eh bien, il n'est pas là toujours quand même. Donc, c'est pas mal d'essayer d'organiser ses heures de sommeil en fonction des cours, si vous pouvez, en partie. C'est vrai que c'est très accaparant, donc ça demande... Bon, ça c'est un sujet qu'on pourrait développer plus en particulier, mais voilà. Essayez de lui faire effectivement un coin-jeu, vous l'ayez sous surveillance pendant que vous faites cours. Et vous pouvez faire les deux. Et puis vous allez apprendre peu à peu à faire en sorte que les plus grands commencent un petit peu à se débrouiller de manière un peu plus autonome. C'est-à-dire que vous donnez un exercice, vous dites voilà, je te confie cet exercice, je veux m'occuper de bébé, je reviens dans un quart d'heure, je reviens dans 10 minutes, ou je reviens dans 5 minutes, ou je reviens dans 1 heure, peu importe. C'est vous qui vous le dites. Et à ce moment-là, j'aimerais que ce soit fait. Il faudra que tu répondes à la question A, à la question B. Je reviendrai tout à l'heure. Je sais que tu peux le faire, donc je te fais confiance, je reviens tout à l'heure. Donc l'enfant, il se sent responsabilisé, il se sent plus autonome. Ça va vous permettre d'apprendre la juste distance à l'enfant. Il ne faut pas être tout le temps sur un enfant au travail. Ça, nous le disons souvent. Attention à ne pas être tout le temps présent, tout le temps sur le dos d'un enfant, surtout pas contre lui. Ne vous mettez pas la main autour de l'épaule d'un enfant. Ne touchez pas un enfant, c'est lui qui vient vous voir. Prenez toujours beaucoup de distance, enfin suffisamment de distance. Ayez beaucoup de respect pour votre enfant. Ne vous collez pas à lui. Et de la même manière, ne soyez pas toujours présent ou présente. Vous lui confiez un travail, et vous pouvez commencer ça très tôt, même à 5-6 ans. Déjà, un enfant peut très bien faire un travail avec beaucoup d'applications pendant que vous êtes ailleurs, dans la cuisine. C'est pas du tout un problème de faire de la cuisine à la fin d'un cours. Au contraire, c'est très très bien de faire ça. Vous avez un enfant qui travaille, vous lui avez donné l'essentiel, vous lui donnez la théorie, et là il est en train de faire sa pratique. Et vous êtes à 4 mètres, 5 mètres, 3 mètres.
Il sait que vous êtes là, vous jetez un coup d'œil de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de lui demander toutes les 5 secondes, ça va, ça se passe bien, non. Vous êtes juste là, vous le regardez, un petit sourire de temps en temps, et il est en train de travailler sa pique. Et vous ne lui posez pas de questions, vous laissez travailler. Eh bien, c'est très bon parce qu'il y a une bonne distance. Il y a une bonne distance, l'enfant apprend son autonomie. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris, peut-on faire un essai en août? Je n'ai pas bien compris la question qui m'est posée, peut-on faire un essai en août? Donc, il faudrait que la personne qui m'a envoyé cette question la reformule. Bonjour, ma fille est en CE sans cours par correspondance, mais n'a pas fini son année en maths, déménagement et accouchement dans l'année, d'où le retard. Je souhaiterais prendre un cours par correspondance à la rentrée pour le CE2 pour me soulager, mais j'ai peur qu'elle soit perdue et qu'elle ne suive pas la cadence, rendre les devoirs en temps et en heure, etc. Bon, voilà, question importante. Alors, je vais répondre rapidement. Vous n'allez pas essayer de rattraper le temps perdu et vous n'allez pas essayer de revenir à niveau. En tout cas, pas avec des délais impératifs. Vous allez reprendre là où elle en est. Je vais peut-être être plus long que prévu. Je vais vous faire une image tout à l'heure. Vous reprenez là où elle en est et vous y allez progressivement. Et puis, de toute façon, à partir du moment où vous travaillez avec elle, croyez-moi, vous allez aller très vite, sans vous en rendre compte d'ailleurs. Même si vous avez l'impression que c'est lent. Vous allez très progressivement, n'accélérez pas les choses et elle va rattraper son niveau. Alors, je vous fais maintenant cette petite parenthèse. Pourquoi je dis partir de là où elle en est? J'utilise souvent cette image. Quand quelqu'un vous demande dans la rue, comment est-ce que je peux aller à la gare? Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un vous demande et que vous lui ayez répondu, pardon, vous partez du mauvais endroit? Vous ne répondez jamais ça à un inconnu qui vous demande l'ordre. Vous lui dites, ah bon, alors vous partez d'ici, vous allez à droite, puis à gauche, puis tout droit, etc. Vous partez toujours du point où la personne se trouve. Et bien avec un enfant, vous faites pareil. Il est à son niveau, vous partez de là où il en est, et vous allez progressivement avancer. Vous ne partez pas du niveau de la classe, vous ne partez pas du niveau du programme, vous ne partez pas du niveau moyen des enfants de leur âge, vous partez de là où l'enfant en est. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question, mais vous me direz, n'hésitez pas à me reposer la question. Bon. Mon mari n'aime pas l'idée de l'instruction en famille. Pour lui, cela revient à surprotéger l'enfant, l'enfermer dans une bulle. Pourtant, il y a des sorties qui peuvent être mises en place. Comment le convaincre? Alors ça, c'est une question que nous avons abordée tout à l'heure. Le dialogue avec votre conjoint, bon, on va le travailler, on va le voir ensemble. Vous n'allez pas le faire de manière frontale, vous allez aborder la question tout en douceur. Et la clé pour ça, c'est de ne pas donner votre avis tout de suite. Posez-vous des questions avec votre mari, je ne sais pas trop, j'y pense. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est important pour l'enfant? Et il va vous dire ce qui est important pour l'enfant, de son point de vue à lui. Il va vous dire, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis petit à petit, vous allez amener des éléments d'information. Mais ne soyez surtout pas frontal. Si vous partez frontal, vous risquez d'essuyer un refus. Donc, allez doucement, parlez-en. Il y a tout un art. Hein, les femmes maîtrisent ça très très bien. Elles savent très bien ce que c'est que d'arriver à convaincre un mari tout en douceur. Allez-y tout doucement, amenez les éléments jour après jour, ça va prendre un certain temps. Petit à petit, vous allez lui apporter des éléments sur ce qui se passe réellement à l'école, sur ce qui ne va pas à l'école. Et puis parfois vous jouerez la contradiction, au contraire, vous direz il faut absolument qu'il aille à l'école, c'était formidable parce que j'ai vu que, et c'est peut-être lui qui va dire oui, mais tu sais, je ne suis pas sûr parce qu'à l'école, vous voyez, si c'est un tempérament qui a tendance à être un peu contradictoire, ben, vous allez travailler là-dessus, vous allez dire bon, il faut absolument qu'elle aille à l'école, il est hors de question qu'on fasse autre chose. Je ne sais pas, je dis ça. Vous allez composer votre dialogue de façon à l'amener à réfléchir, à changer de position. Il y a des personnes qui sont très très souvent, on le voit en coaching, il y a des personnes qui sont très souvent en opposition à ce qu'on leur dit. C'est le cas générique des médecins. Les médecins sont connus pour être des gens qui ont une position de recul par rapport à la personne qui leur parle, parce qu'ils ont l'habitude de faire des diagnostics. Donc ils voient quelqu'un et ils ont tendance à ne pas se mettre d'accord avec eux, mais à diagnostiquer, donc éventuellement à être en contradiction avec ce que les gens disent. Donc c'est assez fréquent. Voilà, il y a plusieurs corps de métier comme ça où c'est assez connu. Alors si vous avez un tempérament comme ça, ben, jouez plutôt sur l'autre. Vous allez dire quelque chose qui va lui démonter. Il va dire tu sais, l'école, on voit tellement de choses en ce moment, le niveau n'est pas terrible. Voilà. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de dire ça, ça viendra peut-être plus tard, mais n'amenez pas un sujet en disant je veux que mon enfant fasse l'école à la maison l'année prochaine si vous avez un mari qui lui est très opposé, parce que voilà, vous allez au clash, et à partir du moment où quelqu'un a dit non, il ne revient pas en arrière.
En tout cas, c'est très, très difficile. Donc, n'amenez pas la conversation au point où il va vous dire « non, je ne veux pas ». N'en arrivez pas là. Partez de points assez éloignés, abordez la question, amenez des éléments, amenez des coupures de presse, amenez un article sur Internet, etc. Voilà. Et encore, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si je ne vous ai pas troublé, mais bon, vous me direz. Voilà. Alors, salle de classe. Plusieurs personnes m'avaient recommandé une salle de classe séparée et vous préconisez plutôt d'utiliser le séjour avec une organisation et pour ces raisons qui me semblent vraiment intéressantes. Pourquoi ne conseillez-vous pas la salle de classe dans une pièce à part? C'est Armel qui demande. Si vous avez une salle de classe, très bien, très bien. Aucune objection. Pourquoi y aurait-il une objection à la salle de classe? Non. Pour moi, si vous avez la chance d'avoir un endroit qui peut être dédié spécifiquement à l'enseignement, c'est très rare, vous avez beaucoup de chance. Nous n'y voyons aucune objection, donc voilà, pas de problème. Quelle est la moyenne ou le juste milieu entre 25 heures de cours recommandées par le CNED et 2 heures, comme en témoignent des familles qui ont réussi comme cela? Alors, 2 heures par semaine, ça ne sera pas suffisant. Il faut être très clair. Si vous faites l'école à la maison et qu'il n'a pas d'autre cours que le vôtre, 2 heures par semaine, ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour avoir une scolarité, disons, normale. Pour avoir suffisamment de bagages. Donc, il faut quand même essayer d'en avoir un peu plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment réussi, oui, mais réussi quoi? Ça dépend de ce qu'on veut. Il nous semble quand même qu'il faut que l'enfant puisse passer son bac. Alors, si les gens réussissent à faire tout le programme en 2 heures par semaine, ce serait intéressant de leur demander comment ils font, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui font ça en supprimant le programme, en faisant de la non-scolarisation. Et nous ne recommandons pas la non-scolarisation, parce que les éléments, les matières sont extrêmement constructrices pour le cerveau, pour le développement de l'enfant. Les vraies belles matières qu'on enseigne à l'école sont très bonnes, elles n'ont pas été choisies par hasard. Nous expliquons pourquoi dans l'accompagnement, mais que ce soit le français, les maths, etc., toutes ces matières, elles équilibrent la personnalité de l'enfant, elles sont très bonnes, donc il n'y a pas de raison de les mettre à la poubelle, à notre avis. Voilà. Donc je dirais plutôt, nous disons plutôt, on peut commencer avec les tout petits. Bon, cette année, Théophane, l'année dernière, on a commencé à lui faire lire un petit peu, on faisait 10 minutes tous les 2 jours. Et puis, petit à petit, on augmente, et arrivé en plein feu de la scolarité, il faut compter 3-4 heures quand même, 4 heures par jour, hein, en moyenne. J'ai quelques lacunes en français et je me demande comment trouver un bon professeur de français qui pratiquerait un enseignement classique ou traditionnel, ou trouver une liste exhaustive de bons livres scolaires et de littérature. Alors ça, c'est un peu spécial comme question, donc si vous voulez, écrivez-nous et puis on va vous donner des pistes. C'est un peu particulier. Voilà. Côté travail-finance, faut-il être à mi-temps? Combien de temps faut-il consacrer pour délivrer une bonne formation à son enfant? C'est David qui nous demande ça de Toulouse. Alors, il y a un argument qui s'oppose farouchement à l'école à la maison, c'est si vous n'avez pas le temps. Ça, on ne peut rien y faire. C'est le seul argument. Vous pouvez supprimer pratiquement tous les autres, mais il y a un argument, si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas faire l'école à la maison, parce qu'il faut consacrer du temps à l'enfant. Pour l'école à la maison. Vous pouvez faire du rattrapage scolaire en travaillant, vous pouvez faire des heures de soutien, mais l'école à la maison, ça demande quand même du temps. Donc, dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est de faire un peu de coaching sur comment est-ce que je vais gagner de l'argent sans le travail actuel. Et ça, il y a certainement des réponses. Moi, j'en suis la preuve vivante, c'est que j'avais un travail, j'étais RH dans une très grosse société, et je me suis dit, il faut quand même que je gagne ma vie, et donc j'ai fait un coaching. C'est à ce moment-là que d'ailleurs j'ai commencé ce parcours de coach, donc j'ai commencé comme ça, et au bout d'1 heure, j'avais trouvé ma réponse. Je savais comment faire pour ne plus aller au travail et continuer à gagner ma vie. Donc ça, c'est du coaching spécifique, comment faire pour gagner sa vie, alors qu'on n'a pas actuellement de réponse ou d'autres solutions. Donc voilà, c'est un travail spécifique à faire. Je travaille pas moins, je travaille même plus qu'avant, mais je peux faire à la fois ce que je fais actuellement et gagner ma vie. Voilà. Bonjour, je commence l'IEF à la rentrée. Mon problème, c'est par où commencer. Alors, par où commencer? A priori, on dirait oui, il faut commencer par le cours la première semaine. Non. Il faut commencer à se préparer intérieurement. Il faut se préparer
Et il y a pas mal de choses à faire. Donc, commencez à réfléchir à des questions. Je ne peux que vous recommander de vous abonner. Commencez à travailler sur vous-même, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir apprendre. C'est pas effrayant, hein, mais plus tôt vous commencez, mieux c'est. C'est pas insurmontable, mais apprendre ce que c'est que l'autorité. Comment parler à un enfant. Comment... enfin, beaucoup de choses. Comment aménager son temps, son espace, etc. Il y a beaucoup de choses à préparer. Donc, vous pouvez commencer déjà un peu à l'avance à recevoir des choses. Et puis, ensuite, vous recevez le cours auquel vous allez vous abonner, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous recevez le cours et vous commencez très simplement la première semaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire que je me suis trompé ou que je n'ai pas bien répondu. J'enverrai ma réponse à ce moment-là. Joël nous demande: avez-vous un livre à conseiller pour compléter le cours Sainte-Anne en mathématiques, car j'ai un fils qui déconnecte facilement les mathématiques de la réalité et aurait besoin d'un support pour matérialiser les quantités? Oui, regardez sur la page des livres, il y a plusieurs choses. La méthode de Singapour, c'est très bien. Voilà, donc regardez sur la page des livres que nous recommandons. Voilà, Joël. Autre question de Joël, je ne sais pas si c'est la même. Quelle chose peut-on faire en commun quand on suit 3 enfants au cours Sainte-Anne? Un peu spécifique comme question, donc envoyez-moi un mail si vous voulez, puis on va y répondre. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à comment en général se préparer à l'école à la maison ou faire l'école à la maison, et puis si vous voulez, on fera des sessions plus spécifiques sur comment pratiquer dans telle et telle matière. Si ça ne vous embête pas, on échange par mail sur ce sujet. Les vacances scolaires sont-elles nécessaires en aussi grand nombre? Alors on a vu ça déjà tout à l'heure, et cette question a été posée. Est-ce qu'on peut faire des cours moins d'heures par jour, mais plus de jours par an? Et surtout, tant qu'il va à l'école, peut-on faire des compléments le mercredi et pendant les vacances? Dans ce cas, combien de congés faut-il lui laisser? Alors ça fait plusieurs questions. Les vacances scolaires sont-elles nécessaires en aussi grand nombre? C'est vous qui voyez. Vous pouvez en prendre un peu plus, vous pouvez en prendre un peu moins. Ça, c'est vous qui le voyez. Il faut des vacances à l'enfant, ça lui fait plaisir, il faut qu'elles soient bien marquées. Mais vous pouvez aussi avoir des révisions durant les vacances, c'est très profitable. Alors faire moins par jour et davantage de jours par an, oui, pourquoi pas. Vous faites bien des pauses, vous marquez bien des pauses. C'est bien d'avoir un mois de vacances, au moins l'été, c'est vraiment une coupure. Et ils en ont besoin quand même. Et surtout, tant qu'il va à l'école, peut-on faire les compléments les mercredis et pendant les vacances? Alors, s'il a une bonne école, oui, vous pouvez faire des compléments le mercredi pendant les vacances, bien sûr. Peut-être même un peu de temps en temps le soir, d'ailleurs. Si c'est une mauvaise école, ce que vous allez faire le soir ou le mercredi ou pendant les vacances va être défait à l'école, donc vous allez avoir vraiment, ça va être très difficile. Je sais que les parents qui essaient de faire du soutien scolaire alors que l'enfant est dans une mauvaise école, ils en bavent des ronds de chapeau, c'est très difficile. Voilà, et combien de congés faut-il lui laisser en ce cas? Donc à supposer qu'il soit dans une bonne école, que vous fassiez des compléments, bah vous ne le faites pas bûcher tout le mercredi après-midi, vous lui faites une heure, une bonne heure, vous savez, c'est déjà formidable. Hein. C'est déjà très bien, 1 heure ou 2 par semaine. 1 heure le mercredi après-midi, c'est déjà très bien, mais une vraie heure, c'est déjà très très bien. Voilà. Bonjour, est-il important que l'enfant ait des bulletins scolaires dans le cadre d'une rescolarisation, par exemple, au lycée? Est-ce que cela peut être un frein de ne pas en avoir? S'il va au lycée, il aura des bulletins scolaires. Je ne comprends pas bien la question, donc il faudrait me la reformuler. Est-ce que c'est un frein de ne pas en avoir? Non, les bulletins scolaires ne sont pas indispensables pour le développement de l'enfant. Vous pouvez vous en servir, et si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. Voilà. Alors, comment se divise une journée? Le matin, cours académique, après-midi, temps libre, axé sur les loisirs, compétences artistiques. C'est David qui nous demande ça. C'est comme vous voulez. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous souhaitez. Effectivement, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus académique le matin, un peu plus théorique, et peut-être un peu plus pratique l'après-midi. Pourquoi pas? Et puis ça peut être des applications en week-end, par exemple. Vous pouvez faire, vous avez fait une leçon de choses, et bien le week-end vous allez au zoo ou ailleurs vérifier la validité des cours que vous avez enseignés ou faire des expériences. Vous êtes libre. Faisant l'école à la maison, vous êtes libre et vous faites donc l'emploi du temps qui vous convient. N'oubliez pas d'associer avec discernement à la fois de la régularité et de la spontanéité. L'enfant, il a des horaires, et puis de temps en temps vous dites aujourd'hui ou demain, eh bien nous ne ferons pas court comme d'habitude, nous irons dans tel endroit, nous allons voir près de la rivière, au bord du lac, au bord de la mer, en montagne, nous allons voir, nous allons vérifier telle ou telle chose, nous allons voir tel ou tel sujet. Voilà. Donc vous allez associer à la fois cette spontanéité
et une régularité qui est indispensable pour le développement de l'enfance. Alors, Anna nous demande, pour la récitation, mon enfant 4 ans aime changer, transformer, inventer des mots. Il est très créatif. Par exemple, il me récitera parfaitement la rythmique du poème, mais en changeant tous les P pour des T ou inversera les personnages. Ce qui arrive au chat arrivera à la souris et vice-versa. Je trouve ça marrant et impressionnant. Puis-je placer des temps pour jouer avec le texte et d'autres temps pour le faire parfaitement, ou doit-il absolument respecter le texte? Vous pouvez, s'il joue avec les mots, c'est très bien, c'est magnifique. S'il aime transformer, changer, inventer des mots, c'est très bien qu'il le fasse. Donc il faut que vous pouvez lui laisser faire les deux. Vous pouvez à la fois lui apprendre le texte tel qu'il est, parce qu'il doit savoir quand même respecter un texte, connaître une poésie, etc. Et puis laissez-le jouer si ça l'amuse. Il aura les deux comme ça. Vais-je pouvoir instruire mes 3 enfants de niveaux différents, 4e CM1 et moyenne section de maternelle en même temps? Comment organiser le temps de travail, Christelle? Alors Christelle, oui, vous allez pouvoir y arriver. Ça demandera, on en a parlé déjà un petit peu, ça demandera un petit peu de travail, mais oui, vous allez y arriver. 3, c'est pas mal, hein, c'est un bel effort quand même. Donc on le voit on en a parlé tout à l'heure et on le voit dans les articles, hein, vous allez le voir. Si vous voulez plus de précision, plus détaillée, encore une fois, vous nous écrivez, puis on vous répondra personnellement. Alors, Mounira nous écrit de Constantine. Mon enfant se concentre difficilement sur ses cours, et quand elle apprend un cours, elle l'apprend à haute voix. Parfois, elle fait des erreurs et ne s'écoute pas. Alors, c'est bien qu'elle le dise à haute voix, parce que le fait de dire un cours à haute voix permet énormément de l'intégrer. Alors, avant qu'elle ait répété 10 fois et qu'elle s'enferre dans son erreur, et que l'erreur s'ancre en elle, vous lui dites, il y a une erreur, vous la corrigez, vous lui donnez le bon élément. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, vous l'accompagnez tout simplement quand elle récite, et puis après, ces erreurs vont disparaître peu à peu. Joël, et quand l'école à la maison se passe mal avec un enfant, sur 3, scolarisé jusqu'au CE1, je l'ai retiré à la Toussaint, et les premiers mois se sont bien passés, mais au fur et à mesure que les difficultés augmentaient, un de mes fils se bloque maintenant pour des détails que je n'aurais jamais imaginés. Il ne comprend pas les consignes scolaires alors qu'il est très futé, râle en permanence et me met en colère. Ah bah oui, bien sûr, nous conjuguons mal nos talents pour notre grande détresse à tous les deux. Bon, eh bien, j'ai l'impression que vous avez répondu à la question dans votre dernière phrase. Donc ça va dépendre de vous. Vous allez changer de tactique, de registre. Vous allez changer parce qu'effectivement, là, il ne veut plus, quoi. Il râle, donc ça, c'est bon, là. Il n'a plus envie. Bon, ben là, vous allez changer. Il faut changer de registre complètement. On change de film, on change de scénario, et il va avoir un nouveau rôle, et puis vous aussi. Et vous allez faire un nouveau tournage. Vous allez créer un nouveau scénario, des nouvelles conditions, renouveler. Vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez commencer par des choses physiques. On va vous réaménager la pièce de travail. Vous changez tout. Voilà, vous dites, bon, aujourd'hui, j'en ai assez, on va tout changer. Bon, il y a plein de choses. On peut en parler ensemble, mais il y a plein de choses pour faire en sorte que l'enfant change de posture. Qu'il change de posture, qu'il retrouve la joie de vivre et le plaisir, la motivation. Il y a plein de choses à faire. Donc, ne vous enferrez pas dans une situation où l'enfant râle, parce que ça devient impossible, c'est-à-dire qu'il n'apprend plus, après, hein, évidemment. Et puis vous, ça devient extrêmement pesant. Quand on a un enfant qui n'a pas envie de travailler, c'est horrible. C'est terrible. On préférait le remettre à l'école, pratiquement, certains jours. Donc non, surtout, n'allez pas jusque-là. Dès que vous détectez qu'un enfant commence à en avoir marre, alors ça, je le dis, nous le disons spécialement pour les tout petits, vous faites comme la méthode assimile. Vous arrêtez de travailler dès qu'il en a marre. Même avant, si possible. Dès qu'il commence un petit peu à fatiguer, vous arrêtez. Si vous avez appris une langue avec une méthode assimile, ce que j'ai fait, vous verrez qu'il est marqué au tout début, arrêtez-vous dès que vous en avez assez. Quelque chose comme ça. Dès qu'il en a assez, on s'arrête. Un petit enfant. Et puis, petit à petit, vous amenez un peu d'effort. C'est un petit peu difficile. Un petit peu. Quelques instants. Allez, d'accord, on s'arrête, mais encore 5 minutes. Et puis il fait ces 5 minutes. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez pouvoir rallonger un petit peu ces périodes d'effort. Ça va se rallonger petit à petit. Mais ne poussez pas trop loin. Vous voyez, vous arrêtez, au tout début vous arrêtez, il n'en veut plus, allez on arrête, même vous arrêtez avant lui. Allez, on s'arrête de lire, on a fait, oh non maman, j'aimerais bien que tu... Écoute, non, on va s'arrêter aujourd'hui, puis on prendra demain, je te promets. C'est lui qui va être demandeur. Il va être en position de demandeur, c'est lui qui va demander, ou elle,
Et c'est vous qui freinez en disant « Oh, mais t'as quand même beaucoup travaillé aujourd'hui, allez, on s'arrête. » Et puis, voilà. Et puis, ensuite, petit à petit, eh bien, vous rallongez les périodes. Voilà. Alors, je passe à la question suivante. Le grand ressenti de l'injustice lorsqu'il a du travail en plus par rapport à ses petites sœurs. Ah oui, mais c'est injuste. C'est sûr que c'est injuste, il y a plus de travail que les autres, mais il est aussi plus grand, et donc vous le valorisez. Il en sait davantage, vous le valorisez, il sait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous pouvez l'amener à certains repas, par exemple un peu spéciaux, le dimanche par exemple, le dimanche midi à table. Vous pouvez lui demander, ou son père, et là je demande souvent l'intervention du père, il a demandé à l'enfant, qu'as-tu vu cette semaine? Et vous, vous aurez préparé les questions. Parce que vous direz, je crois que papa, il aimerait bien savoir ce qu'on fait en ce moment, donc on va préparer quelque chose. Et donc l'enfant va dire, au début du repas, par exemple, il va répondre, eh aujourd'hui j'ai vu une poésie, et tu peux nous la réciter? Et oui, je vais vous la réciter. Et il la récite. Bon, c'est ça ou c'est autre chose. Par exemple, nous avons vu la composition de l'eau. Et il va expliquer ça devant les plus petits. Et donc il aura cette position de l'enfant qui sait quelque chose. Donc il sera valorisé. Donc il saura qu'il y a plus de travail, plus d'efforts, mais il sera aussi mieux valorisé. Et c'est très important pour un enfant d'être valorisé. Voilà. Alors, il est 16h22, on a dépassé un petit peu le délai. Je regarde encore s'il y a d'autres questions. Et je pense qu'il va y en avoir encore pas mal. Donc on va être obligé de refaire une autre session, mes chers amis. Que faire quand on a trop d'idées et que la journée n'a que 24 heures? Ça c'est génial. Par où commencer quand on fait l'école à la maison? Et que faire quand on a trop d'idées? Eh bien, vous voyez, on vient de regarder un fichier justement qui va énormément vous aider. Donc vous pouvez télécharger FreeMind, FreePlane, vous téléchargez sur Internet et vous commencez à faire vous commencez à organiser vos idées. Vous pouvez le faire sur du papier, hein, avec un crayon, une feuille. Vous pouvez très bien faire un arbre, une arborescence de votre projet. Si vous avez plein d'idées, vous les mettez comme ça en vrac au début, n'importe comment. Et puis après, vous allez les organiser les unes après les autres et puis vous allez leur donner une date, la mise en place. Parce que quand on a un projet, ce qui est très important, c'est d'abord d'avoir un projet, puis ensuite de mettre des dates, des jours précis, avoir en fait ce qu'on appelle un résultat, rechercher un résultat. Donc vous allez mettre en place un plan d'action. Un plan d'action avec des dates précises. Je souhaite que vous ayez plein d'idées. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez plein d'idées, votre enfant veut faire de la musique, vous souhaitez qu'il fasse de la musique. Bon, comment est-ce que vous allez faire? Il faut lui en parler, il faut trouver la musique qui lui plaise, et puis et ensuite il faudra trouver un professeur, et puis ensuite il faudra... Vous voyez, petit à petit, tout ça, ça vient en vrac, vous l'organisez proprement, et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Donc du coup, votre journée de 24 heures, eh bien, vous aurez largement le temps dans cette journée de 24 heures de faire tout ce que vous souhaitez. Alors, que pensez-vous des apprentissages autonomes, où l'apprend apprend par lui-même sans cours préparé, seulement en suivant les intérêts de l'enfant et en lui? Selon vous faut-il obligatoirement un cours structuré? Merci, Sarah. Alors Sarah, dans la vie, il y a de toute façon plein d'apprentissages autonomes. Donc, nous recommandons qu'il y ait un cours parce qu'il y a des savoirs qu'il faut qu'il ait. Il faut qu'il ait quand même des points en commun, des liens au monde qui l'entoure, aux enfants qu'il va rencontrer. Il faut qu'ils parlent le même langage, il faut qu'ils aient les mêmes repères. Et puis en même temps, vous avez tout à fait raison, il faut aussi des apprentissages autonomes. C'est déjà le cas quand un enfant joue. Hein, il crée lui-même son propre apprentissage en jouant. Tout à l'heure, je parlais de ce que nous faisions quand nous étions petits, et nos enfants font la même chose, ils faisaient la même chose quand ils étaient plus petits. Ils jouent à la ville. Alors il y en a un qui est garagiste, l'autre qui est coiffeur, l'autre qui est boulanger, etc. Bon. Ils le créent d'eux-mêmes. Et ils créent leurs rapports humains entre eux, et puis la monnaie d'échange. Donc ce sont des feuilles souvent qu'ils vont chercher dans les arbres, etc. Et puis ensuite, ils ont eu l'idée, nous on n'avait pas eu cette idée-là, mais eux, ils ont eu l'idée d'élire un maire. Donc ils ont organisé leurs propres élections. Tout ça sont des apprentissages spontanés, donc les enfants le font. Donnez-leur le temps de jouer et de passer du temps entre eux. Vous pouvez leur apporter des idées de jeu, vous déclenchez, et puis ensuite ça se fait tout seul. Vous donnez des idées, il y a des livres. Nous avons à la maison un très beau livre qui s'appelle 1000 idées de jeux quand il pleut, quelque chose comme ça. Bon. Et dedans, il y a plein d'idées, de choses qu'on peut faire à la maison. Vous donnez une idée et après, ils en font des tas de choses. Ils déclinent à l'infini les idées que vous pouvez leur donner. Donc, pour vous répondre de manière concise, apprentissage autonome, oui, mais pas sans un cours structuré. C'est complémentaire. Donner un cours structuré, il le faut, à notre avis. La non-scolarisation n'est pas une bonne idée. Il faut quand même leur donner un certain nombre de bases. Il va falloir qu'ils lisent. La lecture est fondamentale, donc on ne peut pas
retirer ou empêcher un enfant d'accéder à la lecture. Donc, il faut absolument qu'il sache lire et très bien lire, parce qu'il faudra qu'il lise des livres. Ça va énormément construire. La lecture, c'est pas seulement le contenu de l'ouvrage, c'est le processus intellectuel, cérébral, qui se produit pendant la lecture et qui est infiniment plus riche qu'en regardant la télévision ou en jouant sur Internet. Donc, il y a des choses que vous serez conduite à lui apprendre, il faut les lui donner, et ça n'empêchera pas les apprentissages autonomes. Voilà, ce n'est pas exclusif, il faut éviter en général d'être dans des extrêmes. Soyons assez équilibrés et donnons aux enfants tout ce dont il a besoin, sans exclusive, sans se fermer aucune porte et sans affirmer avec une opinion définitive qu'on a trouvé la panacée. Vous savez que Janusz Korczak, qui était un très très grand éducateur, disait au tout début d'un de ses livres qu'il n'y avait jamais d'opinion définitive en éducation. Et je trouve que c'est assez juste, parce que chaque enfant va vous chambouler complètement vos certitudes. Alors Joël, comment rendre autonome à l'école, à la maison, un enfant toujours bloqué et qui n'avance que quand il est avec vous? Alors ça c'est une question un peu spécifique, on ne va pas l'aborder maintenant, donc on en parlera ensemble. Réécrivez-moi Joël si vous voulez, puis je vais vous répondre. En général, un enfant n'est pas toujours bloqué. Il est toujours bloqué avec vous, mais il n'est pas toujours bloqué, donc on va le débloquer. Autre question. Une maman qui fait l'intégralité de l'école à ses enfants accouche. Comment faire à ce moment-là? Les premières semaines sont, on le sait, fatigantes. Quid de l'école à cette période précisément? Comment avez-vous géré ce temps? Aude. Alors, oui, nous avons eu ce cas, et même ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps. Cécile s'est retrouvée à l'hôpital pendant 8 semaines, pratiquement. Et j'ai pris en charge une bonne partie, et puis nous étions en période de regroupement, donc l'autre maman en a fait une part. Et par ailleurs, comme on savait que ça devait arriver, enfin on s'en doutait un peu, Cécile a beaucoup préparé les enfants à ça, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur l'autonomie. Ils ont beaucoup appris à travailler seuls, les enfants. Ils étaient pourtant assez jeunes, mais ils étaient capables le matin de se mettre tout seuls au travail, d'ouvrir, parce que moi j'avais l'entreprise en même temps. Donc j'allais à l'entreprise, je leur disais, bon, enfin je ne les voyais pas forcément d'ailleurs, parfois je partais tôt, et ils se mettaient eux-mêmes à 9h, 8h ou 9h, selon les uns les autres. Il y en a qui se mettaient à 8h au travail, d'autres à 9h. Spontanément, ils ouvraient leur livre et ils se mettaient au travail. Et Cécile, à l'hôpital, elle faisait le programme de la semaine. Donc là, du coup, il faut bien expliquer aux enfants, bien essayer de leur apprendre l'autonomie, les préparer un petit peu à l'avance. Mais l'école à la maison aide énormément à l'autonomie, beaucoup plus qu'un enfant qui est à l'école. Un enfant qui fait l'école à la maison, il prend très vite l'habitude d'être autonome parce qu'il en a très rapidement assez d'être toujours avec sa maman ou son papa, donc il a envie de savoir faire les choses tout seul. Il vous le dit d'ailleurs, il va vous le dire très vite. Il dit, mais j'ai envie de faire ça tout seul, ou j'ai pas besoin que tu m'aides. Et c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas besoin que vous l'aidiez. Formidable. Alors, laissez-le faire, et vous allez voir, il va apprendre à le faire tout seul. Au début, il n'y arrivera pas très bien, mais vous n'allez pas lui faire remarquer en lui disant, tu vois, tu peux arriver tout seul, il faut que je sois là. Non, il n'a pas très bien réussi, c'est pas grave. Il fera mieux la prochaine fois. Voilà. Est-ce nécessaire de suivre un cours par correspondance pour une petite section maternelle? Non. Non, non, non. L'école, c'est à partir de 5 ans, les cours, vous les prenez à partir de 5 ans, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un cours avant, c'est pas obligatoire. Je n'imagine pas des parents faire 2 heures par semaine. La personne qui vous a posé la question a dû se tromper, elle voulait sans doute dire 2 heures par jour, sans doute, sans doute. En IEF, comment rendre son enfant bilingue? Eh bien, en lui apprenant une langue, on va lui apprendre une langue comme à l'école. On peut même lui faire apprendre 2, 3 langues, plusieurs langues. Nos enfants, ils font tous au moins une langue, ils ont tous fait une langue au moins classique, et puis 2 langues vivantes. Donc aucune difficulté, on en parle bien sûr. Doit-on soumettre l'enfant à des contrôles de niveau par des gens extérieurs, étant donné que ceux de l'inspection se font tous les 2 ans? Nous, pendant 10 ans qu'on a fait l'école à la maison, on a eu un seul contrôle à la fin parce que nous avions décidé de ne plus prendre de cours pour les dernières années. On avait demandé au cours, on leur a dit, écoutez, on a les mêmes supports depuis des années, pour les petits, on n'a pas envie de repayer, est-ce qu'on peut utiliser vos supports sans payer un de vos cours? Ils nous ont dit oui, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas les inscrire, donc vous débrouillerez tout seul. Et donc on a repris les mêmes supports que les années précédentes, mais on n'a pas inscrit les enfants, et c'est là qu'on a eu un contrôle qui d'ailleurs s'est très bien passé, même si l'inspecteur est venu avec peut-être comme ça, avec un a priori négatif. On l'a détendu, on l'a bien fait rire, il s'est beaucoup amusé et il a été enchanté. Donc faites toujours les choses avec sourire
et gentillesse, et ça se passe très bien. Vous montrez que vous êtes tout à fait apte à défendre votre point de vue, donc vous êtes solide, inattaquable, et puis sympa en plus, et vous verrez qu'en principe ça se passera bien. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'aller solliciter des contrôles, vous n'avez pas besoin de téléphoner en disant « je suis en train de faire l'école à la maison, venez vite me contrôler ». L'administration vous contrôle pour éviter que votre enfant ne se retrouve dans une situation de secte. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui se passent en France comme ailleurs, partout dans le monde, au Canada, en Suisse, en Belgique, partout. Il y a des sectes qui extraient complètement les enfants de la société, qui ne les déclarent nulle part, et ça fait très peur aux États. Donc ils viennent voir si l'enfant n'est pas complètement endoctriné, etc. Et ça existe malheureusement. Alors pas beaucoup en Occident, mais quand même, il y en a. Donc il est tout à fait normal, de ce point de vue-là, que l'administration vienne jeter un coup d'œil et se rassure. Et vous le rassurez, vous dites mon enfant, voilà, vous lui présentez, et il voit tout de suite que vous êtes des parents normaux, et que l'enfant n'est pas maltraité. Il y a aussi ça, il y a aussi des enfants qui sont maltraités et qui ne vont pas à l'école parce que les parents ne veulent pas les emmener, ils n'ont pas envie de dépenser 3 francs 6 sous pour les emmener à l'école. Et ils les désinscrivent de tout et ils les battent, etc. Donc l'administration est là pour dire, mais il y a un enfant qui a disparu de la circulation, qu'est-ce qui devient cet enfant? Donc il est tout à fait normal qu'il y ait un contrôle. On comprend très bien, c'est normal qu'il le fasse, c'est très bien qu'il le fasse. S'il ne le faisait pas, on devrait s'inquiéter. Donc ces contrôles-là sont normaux, on les tolère, on les accepte. Et encore une fois, ça se passera très bien parce que votre enfant aura un très bon niveau. Si vous êtes suffisamment conciliant, eh bien l'inspecteur repartira une fois de plus avec le témoignage que ça marche. Et il vous dira en partant, comme il nous a dit à nous, vous savez, depuis 25 ans que je suis inspecteur d'académie, j'avais encore jamais vu des enfants aussi épanouis et avec un aussi bon niveau, donc bravo, j'ai perdu certaines de mes idées et je suis très content de vous avoir rencontré. Quand on entend ça, on est très content. Et puis s'il ne fait pas tout à fait son programme, ça n'est pas grave. Si vous faites qu'une semaine, oui, il y a un problème. Mais si vous faites 20 semaines sur 24, ça n'est pas grave. Vous allez en faire, vous verrez que vous en ferez quand même 22. Au début, oui, peut-être que vous aurez l'impression, quand on n'a pas beaucoup de métiers, au début on panique, on se dit, oh là, j'ai 3 semaines de retard, j'ai 1 mois de retard, mon Dieu, qu'est-ce que je veux devenir? Puis en fait, c'est pas grave du tout, vous y allez tranquillement, vous voyez et vous revoyez les choses qui ne sont pas vues, vous ne laissez pas passer une notion qui n'est pas su, surtout en mathématiques, il est interdit de passer sur une notion qui est incomprise. Donc nous donnons des trucs pour ça, je ne vais pas l'étaler maintenant, hein, on revient s'il le faut plus tard sur cette notion, mais on n'oublie jamais une notion qui n'est pas comprise, surtout en maths, parce que l'enfant est paumé, il ne peut plus avancer. Donc en français c'est moins grave, parce qu'en français on peut revenir par d'autres biais, bon, c'est différent, il n'y a pas une construction du français qui soit une construction mathématique, mécanique. Bon, mais vous allez à votre rythme. Vous prenez votre temps et le temps de l'enfant, et vous verrez que ce sera tout à fait... ça ira très vite en fait. Au début ça va très lentement, mais c'est exponentiel en fait, parce que plus ça va, plus il est rassuré, plus il est dans son rythme, plus il est content, plus il est motivé, plus il avance vite. Donc au début il va très lentement, mais après ça se déploie. Donc ne vous faites pas d'inquiétude pour ça. Vous voyez 2 fois. Et on finit par les dernières, parce qu'il est déjà bientôt 17h, c'est Emmanuel. Je m'inscris ce mois-ci pour l'accompagnement, je désire lever le pied en juillet-août pour l'école à la maison, bien sûr. Serais-je en décalage avec le rythme de vos mails ou est-ce que cela me servira quand même? Ça vous servira quand même. Regardez ce que nous vous envoyons, même en plein été, ou alors vous les stockez tranquillement, vous les regarderez plus tard, mais vous pouvez commencer à regarder parce que ça va vous préparer. Donc vous pouvez tout à fait commencer maintenant un abonnement. D'ailleurs, nous le recommandons, vous mieux commencer maintenant pour être fin prêt en septembre. Vous parlez souvent des bonnes écoles, mais comment reconnaître une bonne école lorsqu'on ne connaît pas les enseignants? Et dans une même école, il peut très bien y avoir 1 ou 2 très bons enseignants et les autres très mauvais, et tout cela est très subjectif. Xavier de Cannes. Absolument. Absolument. Alors là, je vais essayer de répondre rapidement. Si vous avez une seule... Alors, on va parler du primaire. Bon, si vous avez un enseignant, il n'y en a qu'un seul. Si vous avez un enseignant qui n'est pas bon du tout, mais que le directeur est super, vous ne mettez pas l'enfant. Parce que c'est l'enseignant qui a affaire à lui. Si le directeur est très très mauvais, mais que le prof est super, à supposer que le directeur, l'enfant ne le voit pas beaucoup, si vous avez un super prof, normalement ça devrait aller, parce que le directeur n'intervient pas. Si le directeur vous déplaît, c'est plutôt à vous en tant qu'adulte, mais en principe il n'a pas affaire. Enfin là vous regarderez, mais en principe ça devrait aller. S'il y en a plusieurs, si c'est un lycée, il faut du discernement. S'il y a vraiment un professeur dans le lot qui démolit votre enfant, eh bien il vaut mieux qu'il se passe complètement de l'école. Parce que vous ne pouvez pas laisser un enfant en situation d'être démoli. Et ça arrive.
Il y a parfois de très bons cours, de très bonnes écoles, où il y a un prof qui vous démolit, qui vous massacre votre enfant. Et pas un autre d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, il s'en prend à votre enfant, et c'est sa tête du turc, et il lui fait du mal. Eh bien, il faut le repérer très vite. Et c'est important de parler avec tes enfants. C'est très important de savoir comment ça se passe. Sitôt que vous sentez qu'un enfant commence à piquer du nez et moins bien le matin pour aller à l'école et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de savoir ce qui se passe. Mais ne laissez jamais un enfant en souffrance. Jamais, jamais, jamais. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. On ne peut pas laisser un enfant en souffrance. Même si vous avez la plus belle école, la meilleure réputation, les profs les plus sympas, c'est des copains, c'est le frère, c'est ceci, c'est cela. Tant pis. L'enfant passe d'abord. On ne peut pas laisser un enfant se faire démolir, ça c'est pas possible. Donc voilà, vous avez déjà cet élément-là, l'élément humain. Ensuite, vous avez les programmes. Si vous avez un enfant qui fait partie du programme, une école qui est sous contrat, ben vous avez le programme national. Et en France, alors je pense qu'au Canada c'est la même chose, et en Belgique et en Suisse c'est à peu près la même chose, mais en France, le programme n'est pas bon. Le programme n'est pas adapté aux enfants. Il y a plein de choses qui sont extrêmement nocives, et la méthode n'est pas la bonne. Donc si vous avez une super école, soi-disant, avec des super profs, mais que la méthode, le cours, est celui, est sous contrat, c'est-à-dire c'est le contrat, c'est le commun, la plupart du temps, vous aurez un problème. Malheureusement, les très bonnes écoles sont très rares, sont devenues très rares. Ne serait-ce que de trouver une école telle qu'on en trouvait il y a encore 30 ans, une école, disons, normale. Aujourd'hui, une école qu'on dirait aujourd'hui normale, qui était considérée comme normale il y a 25 ou 30 ans, aujourd'hui serait considérée comme une école d'élite, où les enfants sortent sachant lire, écrire, penser, analyser un texte. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Hélas, malheureusement. Voilà, mais bon, on ne va pas s'étendre sur la situation de l'école. Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 41% d'enfants qui arrivent en 6e ne sachant pas lire et pas écrire, tout en sachant que les contrôles qui sont faits, les contrôles, les vérifications sont d'un niveau quand même très faible. Donc la proportion est probablement plus élevée. L'illettrisme, 41% d'enfants en 6e, à l'entrée en 6e, c'est quand même incroyable, c'est quand même énorme. C'est un désastre en fait. Donc on veut éviter ça à nos enfants. Voilà. Bon, il y a d'autres questions, mais je ne vais pas pouvoir vous retenir indéfiniment, mais on refera très prochainement une séance, une session. La prochaine fois, ce sera un samedi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient pouvoir être là. C'était simplement un week-end qu'elles pouvaient être là. Et donc, ce sera un samedi. Donc, on va être obligé d'interrompre ici, ne m'en veuillez pas. J'espère que ce séminaire vous a plu. Vous pouvez vous abonner toute l'année, je crois qu'il y a un lien sous la vidéo qui s'est affiché, donc n'hésitez pas à le faire, à vous abonner. Les conditions sont intéressantes. Je dois vous dire que probablement les tarifs vont augmenter parce qu'il y a quand même des prix qui augmentent sur le net, l'hébergement et tout ça, bon, et les frais commencent un peu à augmenter, donc il y a une forte probabilité pour que nous augmentions un petit peu les prix des abonnements, donc profitez-en. Et c'est la seule et unique formation et accompagnement, c'est le seul accompagnement que vous ayez sur le net au monde pour faire l'école à la maison. Profitez-en, il y a beaucoup de choses dedans. Merci d'avoir suivi ce premier web séminaire. On se retrouve très bientôt, donc vous recevrez un mail pour une séance qui devrait avoir lieu un samedi prochain, et puis j'en ferai une troisième à une heure complètement différente pour les gens qui sont outre-mer ou au Canada, en Amérique, et qui sont décalés, donc ce sera beaucoup plus tard dans la journée. Je pense que ce sera aux alentours de 21 h pour qu'ils puissent suivre dans la journée, sachant qu'il y a 8-9 heures pour le Canada de décalage. Voilà, bonne soirée à tous. Nous nous retrouvons. Laissez-nous faites-nous part de vos questions, de vos réactions, de ce que vous pensez de tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. La rediffusion sera en ligne au même endroit dans quelques instants. Voilà, à très bientôt et bonne soirée.